Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Elle s'est évanouie à la fête. Elle s'est réveillée dans les bras d'un inconnu, voix grave, costume sombre, une odeur qu'elle ne pouvait nommer. Il a regardé son visage pendant une longue seconde et a dit doucement, sans réaliser qu'il l'avait dit à voix haute. Mienne. Ce même homme l'a kidnappée pour les dettes de son père. Mais elle ne savait toujours pas ce qui avait été le pire, l'enlèvement, ou découvrir qu'elle ne voulait pas partir. Chapitre 1. Des armes. J'y suis allé parce que mon père me l'a demandé, et c'est la version que je répète quand quelqu'un me pose la question. Parce que c'est plus facile que d'admettre que j'ai vu l'épuisement sur ses épaules au petit déjeuner et que je n'ai tout simplement pas pu dire non. À 24 ans, cet homme peut encore me faire plier d'un simple regard. Il a dit « Montre-toi, Sky, c'est important pour les affaires ». Avec cette voix de quelqu'un qui demande une petite faveur, mais ses yeux trahissaient que ce n'était pas petit du tout. Alors, j'y suis allé dans une robe bleue, les cheveux relevés, déterminé à rester exactement 2 heures et pas une minute de plus. Je n'ai même pas tenu 1 heure. La salle de bal était de celles qui essaient de vous impressionner avant même que vous ne franchissiez l'entrée, avec des lustres déversant une lumière dorée sur des gens qui savaient exactement ce qu'ils valaient et n'avaient aucun problème à le montrer. La chaleur de juillet à Manhattan ne respecte pas l'architecture coûteuse, et à l'intérieur, ce n'était pas différent. La climatisation menait une bataille perdue contre les costumes, les parfums et le champagne que je buvais trop vite parce que je ne savais pas quoi faire de mes mains. J'ai circulé. J'ai souri à des gens dont je ne retiendrai pas le nom même si j'essayais. J'ai vérifié l'heure 3 fois en 40 minutes. Puis le sol a tout simplement disparu. Ce n'était pas dramatique. C'est le détail que personne n'imagine quand on le raconte. Il n'y a pas eu d'obscurité de film, pas de chute au ralenti. C'était juste la salle de bal qui tournait un peu plus qu'elle n'aurait dû. Et puis, c'était le son. Et puis, ce n'était plus rien. Et au milieu de rien, il y avait quelque chose de solide et de chaud qui sentait quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Quelque chose entre le cèdre et quelque chose de plus sombre, de plus sérieux, de plus adulte que tout ce que j'associais au gala de juillet. Quand j'ai ouvert les yeux, le plafond n'était pas le bon. La pièce était sombre de la bonne manière. Pas l'obscurité d'un lieu abandonné, mais l'obscurité délibérée de quelqu'un qui choisit ce qui entre et ce qui reste dehors. Les rideaux étaient lourds, du genre qui bloque non seulement la lumière, mais aussi le son. Et le silence à l'intérieur avait une qualité différente du silence normal, comme si le monde extérieur existait dans une autre langue. Je suis resté allongé là pendant quelques secondes, à juste analyser le plafond, l'oreiller qui n'était pas le mien, la couette qui avait un poids différent, et la chaise à 2 mètres du lit où un homme me regardait. Il avait les bras croisés et l'expression de quelqu'un qui attendait depuis un certain temps sans que cela ne le dérange le moins du monde. Le costume était sombre, la cravate légèrement desserrée, et il y avait quelque chose dans sa façon d'être assis, calme et complètement immobile, qui disait « Cet homme n'a jamais occupé l'espace par accident ». Chaque partie de lui semblait positionnée avec une conscience que la plupart des gens ne développent jamais. Et ses yeux, sombres et directs, éteignent sur moi avec une attention à la fois évaluatrice et complètement neutre, comme si j'étais un problème qu'il était encore en train de décider comment résoudre. Je me suis assise lentement, car ma tête avait encore son propre avis sur la vitesse des choses. J'ai regardé autour de moi avec le calme qui ne vient pas du courage, mais d'un cerveau qui n'a pas encore entièrement traité la taille de la situation. Où suis-je? Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'attendais et une partie de moi en était reconnaissante. En sécurité. Sa voix était grave et directe. Le genre de voix qui ne monte pas à la fin d'une phrase, qui n'invite ni ne rejette, qui énonce simplement et s'attend à ce que le monde s'ajuste. Ça ne répond pas à ma question. Non, a-t-il convenu. Et il y avait quelque chose de troublant dans la facilité avec laquelle il était d'accord, sans malaise, sans besoin de s'expliquer ou de se justifier. Ça ne répond pas. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Le silence entre nous n'était pas inconfortable comme le silence avec des inconnus l'est habituellement, ce qui en soi était une information. Il avait environ 30 ans, peut-être un peu plus, avec le genre de visage qui n'est pas beau au sens simple du terme, mais qui vous retient d'une manière qui prend du temps à comprendre. La mâchoire était forte. Les épaules occupaient l'espace du fauteuil comme s'il avait été fait spécialement pour lui. Et il y avait de subtiles cicatrices sur ses mains,
du genre qui ne viennent pas de la cuisine ou du sport, et que j'ai fait semblant de ne pas remarquer parce que remarquer me semblait être un pas que je n'étais pas encore prêt à franchir. J'ai balancé mes jambes hors du lit avec un calme à moitié réel et à moitié construit, et je l'ai regardé directement. Êtes-vous dangereux? Quelque chose a traversé son expression, trop rapide pour avoir un nom, mais assez présent pour que je l'enregistre. Il est resté silencieux une seconde, juste une, puis a répondu avec la même franchise que j'avais utilisée. Oui. D'accord. Je me suis levé, j'ai redressé la robe qui avait survécu à l'effondrement avec une dignité raisonnable, et j'ai croisé les bras. Alors dites-moi simplement ce que vous voulez pour que nous puissions régler ça. 3 secondes. Il est resté absolument silencieux pendant 3 secondes complètes. Et j'ai eu l'étrange sentiment que personne n'avait jamais dit ça à cet homme auparavant. Pas de la manière dont je l'avais dit. Pas avec ce calme, pas avec cette hâte pratique de quelqu'un qui préfère savoir plutôt qu'imaginer. L'expression n'a pas exactement changé, mais quelque chose dans ses yeux a changé. Une ombre de quelque chose que je ne pouvais pas classer, mais qui ressemblait étrangement à de la surprise. Il s'est levé. Il était grand, le genre de taille que l'on ressent avant de la traiter numériquement. Il s'est déplacé vers la fenêtre avec des pas lents et silencieux qui m'ont fait comprendre que cet homme avait appris à ne pas faire de bruit à un moment de sa vie et que cet apprentissage était devenu une partie de sa façon d'exister dans l'espace. Il y a de l'eau sur la table de chevet, a-t-il dit sans me regarder, et des vêtements dans le placard si vous avez besoin de vous changer. Je n'ai pas demandé d'eau. J'ai demandé ce que vous voulez. Il s'est retourné, m'a regardé de l'autre côté de la pièce, et le poids de ce regard a traversé l'espace entre nous avec une aisance presque physique, presque tangible. Le genre de choses que l'on ressent au centre de la poitrine avant de comprendre ce que l'on ressent. Pour l'instant, je veux que vous dormiez. Je n'ai pas sommeil. Vous étiez inconsciente il y a 2 heures. C'est différent du sommeil. Le coin de sa bouche a à peine bougé, un mouvement si petit que j'ai presque douté de l'avoir vu. Ce n'était pas un sourire. C'était quelque chose avant un sourire, quelque chose qui le précède et qui est parfois plus révélateur que le sourire lui-même, parce qu'il n'était pas planifié. Il y a une salle de bain sur la droite, a-t-il dit. Demain, j'expliquerai. Vous allez expliquer aujourd'hui, Sky. Mon nom dans cette voix était une expérience étrange, car il l'a dit sans hésiter, ce qui signifiait qu'il savait déjà qui j'étais avant que j'aie dit quoi que ce soit. Et cette information a atterri dans mon estomac avec un poids inconfortable. Demain, il est allé à la porte, l'a ouverte, et s'est arrêté avec une main sur le cadre, le dos tourné. Avec cette posture de quelqu'un qui maîtrise la situation sans avoir besoin de le démontrer par un geste spécifique. Allez-vous essayer de fuir si je pars? A-t-il demandé sans ironie. Sans menace, de la manière neutre de quelqu'un qui demande une information logistique. J'ai regardé la fenêtre, la porte, lui. Ça dépend de ce que vous me direz demain. Cette fois, le silence était différent, plus long. Et quand il est parti et que la porte s'est fermée avec un clic doux et définitif, je suis resté au milieu de cette pièce qui n'était pas la mienne, dans un endroit que je ne connaissais pas, avec mon cœur battant au rythme légèrement faux de quelqu'un qui réalise qu'il est entré dans une situation dont les contours ne sont pas encore clairs. Je suis allé à la fenêtre. Dehors, il y avait un immense jardin éclairé par des poteaux bas, créant des cercles dorés sur l'herbe sombre, entouré de hauts murs qui ne laissaient aucun doute sur le message. Je suis allé à la table de chevet, j'ai bu l'eau et je me suis allongé sur le dos, fixant le plafond avec mes bras le long du corps et mon esprit travaillant à un rythme soutenu. Il connaissait mon nom, avait une chambre préparée, des vêtements dans le placard et de l'eau sur la table de chevet. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était de la planification. Et la planification signifiait que j'étais là pour une raison spécifique. Et une raison spécifique signifiait qu'il y avait quelque chose que mon père savait et que je ne savais pas. Et cette ligne de raisonnement était la moins confortable de toutes. Mais c'était celle qui avait le plus de sens avec l'épuisement que j'avais vu sur ses épaules ce matin-là. J'ai fermé les yeux. Dehors, dans le couloir, je ne découvrirais que plus tard qu'un homme en costume sombre et à la cravate desserrée est resté immobile plus longtemps que toute raison pratique ne le justifierait avant de se diriger vers son bureau. Ne comprenant pas encore, ou peut-être ne voulant pas encore comprendre,
Que quelque chose avait changé cette nuit-là d'une manière qui ne se défait pas avec la distance, la logique ou aucun des outils qu'il avait passé sa vie à apprendre à utiliser. Il avait dit « Mon Dieu » sans le vouloir, doucement, involontairement. À la seconde où j'étais tombé dans ses bras à une fête qui n'aurait dû être le point de départ de rien pour aucun de nous. Mais certaines choses commencent avant que vous ne réalisiez qu'elles ont commencé. Chapitre 2. Dette de sang et une file qui ne reste pas en place. Je me suis réveillé avec la lumière filtrant à travers les fentes des lourds rideaux et avec ma mémoire intacte, ce qui était à la fois un soulagement et un inconvénient, car un cerveau qui se souvient de tout dès le matin ne laisse pas de répit au corps quand il a encore besoin de 10 minutes de plus. Je suis resté allongé là pendant exactement 30 secondes à analyser le mauvais plafond, l'oreiller qui sentait quelque chose de neutre et de cher, et le silence de la pièce qui était trop dense pour être accidentel. Puis je me suis levé parce que rester couché à attendre que la réalité s'améliore n'a jamais été une méthode qui a fonctionné pour moi. Les vêtements dans le placard étaient à ma taille, ce qui m'a plus dérangé que ça n'aurait dû. Pas à cause du geste lui-même, mais à cause de son implication. L'idée que quelqu'un avait anticipé cela avec suffisamment de détails pour inclure la taille des vêtements. Je me suis changé sans trop y penser. Je me suis lavé le visage. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain une seconde de plus que nécessaire, cherchant quelque chose dans mon propre visage que je ne pouvais pas nommer, puis je suis parti. Parce que me regarder dans le miroir n'a jamais rien résolu non plus. Il était dans la salle à manger quand je suis descendu, avec une tasse de café à la main et des documents étalés devant lui. Et l'environnement autour de lui avait cette qualité spécifique des lieux qui obéissent à une seule personne sans que cette personne ait besoin d'élever la voix pour l'établir. Je me suis assise de l'autre côté de la table sans y être invité, car attendre une invitation dans cette situation me semblait être le genre de courtoisie que je ne pouvais pas me permettre de pratiquer. Et je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il lève les yeux de ses documents. « Du café ?» a-t-il demandé comme si j'étais une invitée du week-end. « Des explications ?» ai-je répondu en premier. Il a fermé le dossier sur la table avec un mouvement lent et délibéré, le genre de mouvement de quelqu'un qui a tout le temps du monde et veut que vous le sachiez, et m'a regardé avec cette attention directe que j'avais déjà cataloguée la veille comme l'une des choses les plus troublantes chez lui. Il n'y avait pas de hâte dans son regard, pas de cruauté, pas le genre de satisfaction que les hommes de pouvoir portent parfois lorsqu'ils ont quelqu'un en position de faiblesse. Il y avait juste cette froideur de quelqu'un qui lit un contrat avant de signer, calculant les variables, attendant le bon moment. Votre père a une dette envers la famille Castelli depuis 11 ans. A-t-il commencé avec la voix plate de quelqu'un qui présente un rapport? De l'argent, oui, mais surtout une trahison commerciale qui a coûté des vies. August Harding a disparu, pensant que le temps arrangerait ce qu'il avait fait. Le temps ne l'a pas arrangé. Il a fait une brève pause, juste assez longue pour que le poids de ce qu'il avait dit atterrisse. Mon père l'a fait. J'ai écouté sans interrompre, ce qui pour quiconque me connaît est un exploit considérable. Et j'ai gardé mon visage impassible pendant que l'information s'organisait en moi en couches que je devrais examiner plus attentivement plus tard, quand je serai seul et pourrai le faire sans public. Donc, je suis une garantie humaine. C'est une façon de le dire? Y a-t-il une façon plus précise? Il n'a pas répondu immédiatement, et le silence qui a précédé la réponse était une réponse en soi, le genre que vous préféreriez ne pas avoir reçu. Vous restez ici jusqu'à ce qu'il paye ce qu'il doit, a-t-il dit finalement. Quand il paiera, vous partirez. Je me suis levé lentement, sans hâte et sans drame, et je suis allé à la fenêtre qui donnait sur le même jardin que j'avais vu de la fenêtre de la chambre la veille. La lumière du matin le transformait complètement, révélant des détails que l'éclairage nocturne avait gardés pour lui. Les rangées de rosiers dans le coin gauche, la fontaine en pierre au centre, les grands arbres créant de généreuses bandes d'ombre sur l'herbe. C'était un beau jardin. Ce détail ne m'aidait en absolument rien, mais c'était vrai, alors je l'ai enregistré. « Combien de temps ?» ai-je demandé sans me retourner. « Ça dépend de votre père. Et s'il ne paie pas ?» Le silence qui a suivi était différent de tous les silences précédents, car celui-ci avait des arêtes, avait du poids, avait la qualité spécifique d'une réponse qui ne veut pas être donnée. Et cette qualité m'a tout dit ce que j'avais besoin de savoir avant qu'un seul mot ne soit prononcé. Je me suis retourné, je l'ai regardé droit dans les yeux avec tout ce que j'avais, ce qui à ce moment-là était considérable.
Alors, vous avez kidnappé la mauvaise personne, ai-je dit avec la voix la plus ferme que j'ai pu trouver. Parce que je ne reste pas assise à attendre. Quelque chose a de nouveau traversé son expression, ce mouvement rapide et involontaire que j'avais déjà remarqué la veille, et qui revenait maintenant avec la même qualité de quelque chose qu'il n'avait pas prévu de laisser échapper. Ce n'était pas du choc, c'était quelque chose de plus proche de la reconnaissance, comme si une partie de lui savait déjà avant que je ne le dise, que ce serait le genre de réponse que je donnerais. Café, a-t-il dit, et cette fois ce n'était pas une question. Les 2 jours suivants furent une négociation silencieuse de territoire dans laquelle aucun de nous n'avait officiellement accepté de s'engager. J'ai exploré ce qui était disponible. Le jardin visible de la fenêtre, mais toujours inaccessible. La bibliothèque que j'ai découverte par accident au 2e étage. Les couloirs que j'étais autorisé à emprunter sans que personne ne dise explicitement lesquels. Il y avait une femme nommée Cora qui apparaissait avec du thé au bon moment et qui me regardait avec l'expression de quelqu'un qui avait beaucoup vu et avait décidé que juger était une perte d'énergie. Il y avait un gars plus jeune avec des yeux vifs et un sourire qu'il essayait de cacher, dont j'ai découvert plus tard qu'il était le frère de Romelo. Et il y avait Romelo, que je voyais dans les couloirs et au repas avec la régularité de quelque chose que vous essayez de ne pas attendre, et qui se montre quand même. Le 2e jour, dans l'après-midi, j'ai découvert que mon téléphone avait été bloqué. J'ai découvert cela en essayant d'appeler mon père pour la 10e fois depuis que je m'étais réveillé dans le manoir, et le téléphone ne trouvait tout simplement aucun signal lors des 5 tentatives qui ont suivi. J'ai fait le tour de la pièce, vérifiant chaque coin avec l'appareil levé, comme si le signal était quelque chose qui se cache dans des endroits spécifiques du plafond. Puis je suis allé à la fenêtre et j'ai confirmé ce que j'avais déjà remarqué, mais pas entièrement traité. La serrure extérieure, discrète mais présente, du genre qui ne s'ouvre pas de l'intérieur. Je suis allé à la porte et j'ai découvert dans le couloir un homme qui n'était pas de la famille et qui se tenait avec la posture unmistakable de quelqu'un qui est payé pour être exactement là où il est. 3 informations, téléphone bloqué, fenêtre verrouillée, garde à la porte, puis j'ai croisé Romelo dans le couloir. Je ne l'ai pas planifié. C'est la version honnête et je préfère les versions honnêtes, même quand elles me font paraître moins raisonnables que je ne le voudrais. Je l'ai vu tourner au coin du couloir avec cette démarche lente et contrôlée, avec le dossier sous le bras et son regard s'ajustant déjà à moi avant même que j'aie dit quoi que ce soit. Et quelque chose en moi a simplement décidé que c'était le moment et que le moment n'avait pas besoin de préparation. J'ai frappé sa poitrine avec mes 2 mains avant que l'un de nous ne traite complètement ce qui se passait. Ce n'était pas assez fort pour faire mal. Je l'ai su au moment où je l'ai fait, et une petite partie analytique de moi a enregistré cette information, même pendant que le reste de moi était occupé par la colère, et l'étrange soulagement d'avoir enfin fait quelque chose de concret avec toute cette énergie qui me consumait de l'intérieur. C'était assez fort pour montrer que j'avais essayé, et parfois c'est ce qui compte. Ce qui s'est passé ensuite a été rapide, silencieux et absolument terrifiant. Pas à cause de ce qu'il contenait de violence, car il n'y avait pas de violence, mais précisément à cause de ce qu'il n'y avait pas. Il m'a attrapé par les poignets, m'a retourné, m'a mis le dos contre le mur du couloir avec un calme plus intimidant que la colère ne pourrait jamais l'être. Parce que la colère est une réaction. Et ce n'était pas une réaction, c'était un contrôle délibéré. C'était quelqu'un qui avait décidé exactement ce qu'il allait faire avant de le faire et l'avait exécuté avec une précision qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Son visage était proche du mien, assez proche pour que je sente la chaleur qui émanait de sa peau, et ses yeux sombres étaient sur les miens, avec cette attention totale qui était à la fois la chose la plus troublante et la plus difficile à soutenir. Refais ça et je t'échange contre une chambre sans fenêtre. Voix basse, presque douce, ce qui la rendait plus sérieuse que si elle avait été criée. Mon cœur battait au mauvais rythme. J'ai remarqué cela et j'ai aussi remarqué avec un malaise spécifique que toute la raison n'en était pas la peur. Refais ça et la prochaine fois je viserai mieux, ai-je dit, parce que c'était ce que j'avais et parce que reculer à ce moment-là serait une sorte de défaite que je ne me permettais pas. Il laisse rester immobile pendant 2 secondes, qui étaient longues d'une manière que 2 secondes ne sont généralement pas longues, les yeux toujours sur les miens, et avec quelque chose dans son expression qui n'était pas de la colère. C'était quelque chose avant de la colère. Quelque chose que la colère recouvre normalement.
et qui à ce moment-là était visible parce qu'il n'avait pas eu assez de temps pour le couvrir. Et ce que j'ai vu dans ce quelque chose était de la chose la plus inattendue que j'aurais pu y trouver. C'était presque du respect. Et à la façon dont il a relâché mes poignets et a fait un pas en arrière avec une délibération qui semblait coûter quelque chose, j'ai compris que ce quasi-respect l'irritait plus que le coup de poing ne l'avait fait. Il m'a regardé une seconde de plus, puis s'est retourné et est parti dans le couloir avec la même démarche qu'auparavant, comme si rien ne s'était passé. Comme si les couloirs ne gardaient pas ce qui venait de se passer dans leur mur et dans l'espace entre 2 mètres de distance et un mur froid et les poignets de quelqu'un que vous n'aviez pas prévu de rencontrer. Je suis resté où j'étais pendant un temps que je n'ai pas compté, le dos toujours contre le mur et mes poignets encore chauds, là où ses mains avaient été, et j'ai regardé le couloir vide devant moi en essayant d'organiser ce que je ressentais dans un ordre qui ait du sens. Je n'y suis pas parvenu, et j'ai découvert alors que c'était la partie la plus compliquée de tout. Chapitre 3. Le jardin et ce qu'il n'aurait pas dû voir. Le 5e jour, Cora m'a demandé si je voulais utiliser le jardin. Elle ne l'a pas demandé directement, car Cora ne faisait jamais rien directement. Elle tournait autour des sujets avec la patience de quelqu'un qui avait appris que les conversations les plus importantes ne commencent pas par le point le plus important. Elle est apparue avec le petit déjeuner et a arrangé le plateau avec sa précision silencieuse, puis a dit, le dos tourné, que le jardin était disponible pendant la journée si je voulais prendre l'air. Elle l'a dit à la manière de quelqu'un qui transmet une information logistique et non une concession négociée, mais j'avais déjà passé assez de jours dans ce manoir pour savoir que rien n'y était simplement logistique. L'a-t-il autorisé? Ai-je demandé. Elle m'a regardé par-dessus son épaule avec une expression qui ne confirmait ni ne niait, et qui en pratique confirmait tout. Je suis allé au jardin après le petit déjeuner avec le livre d'histoire italienne que j'avais pris à la bibliothèque la veille. Et la sensation de franchir cette porte vitrée et de sentir la chaleur propre du soleil sur mes épaules était disproportionnée par rapport au geste lui-même. Le genre de soulagement dont on ne réalise la taille qu'après son arrivée. Le jardin était plus grand qu'il n'y paraissait depuis les fenêtres, avec des sentiers en pierre qui se ramifiaient entre des parterres bien entretenus et des arbres qui créaient une ombre généreuse au bon moment. Il y avait une fontaine au centre qui faisait le genre de bruit d'eau qui existe spécifiquement pour rivaliser avec le bruit dans votre tête et qui, ce matin-là, gagnait la dispute avec une facilité que j'ai trouvée personnellement offensante. Je me suis assise sur l'herbe sans me soucier de la robe, car il y avait des choses plus importantes dont il fallait se soucier. Et parce que l'herbe ne ruine pas le caractère, j'ai posé le livre sur mon genou, j'ai respiré l'odeur de la terre, des roses et du matin, et je suis resté immobile d'une manière que je ne pouvais pas être à l'intérieur. À l'intérieur, j'étais la version de moi qui se bat, qui questionne, qui occupe l'espace avec sa présence parce que la présence est la seule monnaie que j'ai pour négocier là-bas. Dehors, sous ce soleil et avec ce bruit d'eau rivalisant avec mes pensées, j'étais juste moi. Et être juste moi était plus reposant que tout ce que j'avais ressenti au cours des 5 derniers jours. Je ne l'ai pas vu arriver. C'est important, car j'avais développé ces jours-là une conscience périphérique assez aiguë de la présence de Romolo Castelli. Le genre d'attention involontaire que le corps développe pour les choses qui représentent des variables importantes dans l'environnement et qui, dans son cas, se manifestait par une sorte de changement de la température de l'air avant qu'il n'apparaisse réellement. Mais ce matin-là, j'avais les yeux fermés au soleil, le livre ouvert sur mes genoux et mon esprit quelque part entre le bruit de La Fontaine et le chapitre sur les guerres d'unification italienne. Et quand j'ai entendu des pas sur le sentier de pierre, il était déjà trop tard pour faire semblant de ne pas avoir entendu. Je n'ai pas ouvert les yeux immédiatement. C'est un détail que j'ai analysé plus tard avec plus d'attention qu'il ne le méritait. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé est qu'une partie de moi avait décidé à cette seconde qu'il valait mieux laisser le moment durer un peu avant de le transformer en interaction. Vous bougez différemment ici dehors, a-t-il dit, et sa voix dans l'air libre du jardin sonnait différemment que dans les couloirs et les pièces, moins contenues, comme si l'espace ouvert enlevait une couche de quelque chose que les espaces clos ajoutaient. J'ai ouvert les yeux. Il se tenait à 1 mètre de distance, sans sa veste cette fois, avec les manches de sa chemise retroussées jusqu'à mi-avant-bras, et le même regard direct que toujours, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui était légèrement différent de l'habitude, une très légère absence de la rigidité habituelle,
comme si le jardin lui faisait ce qu'il me faisait, seulement il ne l'avait pas encore remarqué. À l'intérieur, je suis en colère, ai-je répondu en regardant le jardin devant moi. Ici, je suis juste là. Y a-t-il une différence? Énorme. Il est resté silencieux un moment. Et puis, sans que je l'aie prédit, ou sans qu'il ait semblé l'avoir planifié, il s'est assis sur le bord de la fontaine, du côté opposé à moi, les coudes sur les genoux et le regard tourné vers les rosiers. Il n'a rien dit, moi non plus. Et le silence qui est resté entre nous n'était pas le silence tendu des couloirs ou le silence calculé des repas. C'était une troisième chose, plus proche du silence de personnes qui se trouvent au même endroit sans avoir besoin de le justifier. Avez-vous un jardin? Ai-je demandé, parce que la question est apparue et parce que j'avais appris que retenir les questions les rendait généralement plus grandes qu'elles ne l'étaient. Celui-ci est le mien. L'utilisez-vous? Une pause. Pas longue, mais assez présente pour être honnête. Pas beaucoup. Quel gâchis, ai-je dit sans jugement, car ce n'était pas un jugement. C'était juste une observation. Et qu'il y avait une différence considérable entre les deux que j'espérais qu'il saurait distinguer. Il m'a regardé de côté, rapidement, et est retourné au rosier. Il est resté là pendant 15 minutes que j'ai compté sans le vouloir et qu'il est resté sans rien dire de plus et sans partir. Oditso, ma partir. Ce qui était en soi une façon de dire quelque chose. Quand il s'est levé, c'était avec la même délibération silencieuse que toujours, et il est parti sur le sentier de pierre sans annoncer son départ. Je suis resté sur l'herbe une autre demi-heure à regarder la fontaine et à essayer de ne pas attribuer trop de sens à 15 minutes de silence partagé avec un homme qui m'avait kidnappé, avec des résultats mitigés. L'appel avec mon père a eu lieu l'après-midi du 5e jour, dans une petite pièce avec une fenêtre qui ne s'ouvrait pas, et avec Romello assis à 3 mètres de distance, immobile et silencieux dans une présence à la fois discrète et absolument impossible à ignorer. Mon père a répondu à la première sonnerie. « Sky! » Sa voix est sortie brisée de la manière qui n'arrive que lorsque quelqu'un attend quelque chose depuis des jours. Et quand cette chose arrive enfin, le corps ne sait pas s'il doit pleurer de soulagement ou de choc. « Mon Dieu, Sky! Je vais bien, papa! » ai-je dit avec la fermeté qu'il avait besoin d'entendre avant toute autre chose, car je le connais et je sais qu'il fonctionne mieux quand il a quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Règle juste ça. Je le ferai. Je te jure que je suis déjà papa. Une pause. Combien de temps? Le silence qui est venu de l'autre côté était long et plein et disait tout ce que les mots j'aurais dit et quelques autres choses que les mots n'auraient pas eu le courage de dire. J'ai entendu ce silence avec la partie de moi qui connaît mon père depuis 24 ans. Et ce que j'y ai entendu, c'est la réponse que je ne voulais pas recevoir. J'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. J'ai rendu le téléphone à Cora, qui se tenait près de la porte avec son expression neutre et attentive, puis je suis allé au jardin, car le jardin était le seul endroit de ce manoir où je pouvais être de la taille exacte que j'étais sans avoir besoin d'être plus grande. Je suis resté là jusqu'à ce que le soleil change d'angle. Je n'ai pas ouvert le livre. La pluie est arrivée 3 jours plus tard sans prévenir. De la manière dont la pluie d'été arrive, soudainement et avec conviction. J'étais dans le jardin quand elle a commencé, assise sur le bord de la fontaine avec le livre de botanique que j'avais trouvé sur une étagère basse de la bibliothèque et qui m'avait occupé d'une manière inattendue et satisfaisante toute la matinée. Les premières gouttes sont arrivées et j'ai regardé le ciel avant de faire quoi que ce soit d'autre, car la pluie soudaine par une journée chaude a une qualité spécifique de soulagement que l'on ressent d'abord avec le visage avant de la traiter avec toute autre partie du corps. Je suis resté immobile. Je n'ai pas couru. Je ne me suis pas levé. Je suis juste resté là pendant que la pluie augmentait en intensité et trempait mes cheveux, mes épaules et les pages du livre que j'avais fermé mais pas posé. Et il y avait quelque chose de profondément juste à ce sujet, à être trempé dans le jardin de quelqu'un d'autre, un jeudi après-midi, comme si j'avais tous les droits du monde d'être exactement là où j'étais. Je ne savais pas qu'il me regardait jusqu'à plus tard. Cora me l'a dit sans le vouloir, de la manière dont Cora laissait parfois échapper des choses qu'elle-même ne semblait pas avoir prévu de laisser échapper, dans un commentaire en passant sur le parapluie qu'elle avait apporté au jardin et que j'avais refusé. Elle a dit qu'elle était restée avec le parapluie à la main un moment, ne sachant pas quoi en faire, et que lorsqu'elle est rentrée, le monsieur était toujours à la fenêtre. « Pendant combien de temps ?» ai-je demandé.
Elle m'a regardé avec l'expression qu'elle avait quand je posais des questions dont elle avait décidé que je n'avais pas besoin de la réponse, et a quitté la bibliothèque sans répondre, ce qui était aussi une réponse. Cette nuit-là, je me suis endormi avant 10 heures, ce qui était nouveau, car les nuits dans ce manoir avaient été jusqu'alors des exercices sans fin de plafond et de pensée. Je me suis réveillé à 2 heures du matin avec la gorge sèche et la tête lourde, de la manière qui annonce que le corps négocie quelque chose avec vous, sans vous avoir consulté au préalable. À la fin du jour suivant, j'étais au lit avec une faible fièvre. Et ce malaise grippal spécifique, qui n'est pas assez grave pour être dramatique, mais assez présent pour être irritant, surtout quand on est dans un endroit qui n'est pas le sien, et où montrer de la faiblesse semblait être une concession que je préférais ne pas faire. Cora est apparue avec du thé et avec une efficacité de soin qui n'avait rien de sentimental, mais qui était complètement réelle. Et je l'ai laissé faire, car je n'avais pas l'énergie de résister à ce qui était clairement de la compétence et non de la pitié. J'étais réveillé, sur le côté dans le lit, avec la lampe basse, quand la porte s'est ouverte après minuit. Ce n'était pas Cora. Je l'ai su avant de voir, à la taille de l'ombre dans le pas. Je suis resté immobile pendant qu'il traversait la pièce avec une tasse à la main et la posait sur la table de chevet avec un soin qui ne correspondait pas à sa façon de faire tout le reste, lentement, sans bruit, comme si faire du bruit était la dernière chose qu'il voulait à ce moment-là. Il allait se retourner. Je le savais aussi, car c'était ce que la logique dictait. Poser le thé et partir. Il y avait quelque chose dans cette imminence qui m'a fait parler avant de penser si je devais le faire. Romelo. Il s'est arrêté à la porte, le dos tourné, la main toujours sur le cadre et l'épaule légèrement tournée dans ma direction. Pas assez pour me voir, mais assez pour montrer qu'il avait entendu et qu'il s'était vraiment arrêté. Merci. Le silence qui a suivi était long, du genre qui contient plus d'une chose à la fois. Il n'a pas répondu. Il est parti et la porte s'est fermée avec ce clic doux comme toujours. Et je suis resté à regarder la tasse de thé sur la table de chevet, la vapeur montant en une fine ligne droite dans l'air immobile de la pièce, pensant que cet homme avait fait le thé lui-même parce que Cora dormait et que c'était une petite information et en même temps absolument impossible à ignorer. J'ai bu le thé jusqu'à la fin. J'ai dormi après ça, ce que je n'avais pas pu faire facilement depuis des jours. Et j'ai préféré ne pas examiner de trop près le lien entre les deux choses. Certaines vérités deviennent plus vraies quand on ne les regarde pas directement. Chapitre 4. Quand il cesse de prétendre qu'elle n'est qu'une pièce. Cora m'a regardé avec cette expression qui lui était propre quand j'ai demandé la permission de réorganiser la bibliothèque. Ce n'était pas de la surprise exactement. C'était quelque chose de plus proche de la résignation de quelqu'un qui se rend compte qu'une certaine force de la nature va faire ce qu'elle va faire et que la chose la plus sensée est de décider comment se positionner par rapport à elle. Elle est restée une seconde sur le seuil de la bibliothèque, m'a regardé, a regardé les étagères, m'a regardé à nouveau et a dit oui, avec le ton de quelqu'un qui espère ne pas avoir à expliquer cela plus tard. J'ai passé toute la matinée là. Il y avait quelque chose de presque méditatif dans ce travail, dans l'acte de sortir livre par livre, d'examiner ce que c'était, de décider où il appartenait, de créer un ordre qui avait du sens pour quelqu'un qui voulait réellement utiliser cet espace et pas seulement l'accumuler. Les livres d'histoire italienne sont allés sur le mur du fond, organisés par période, l'architecture à côté d'eux, et les cartes anciennes, qui avaient été distribuées sans critères sur 3 étagères différentes, comme si personne n'avait remarqué ce qu'elles étaient, ont eu une section entière sur le mur de la fenêtre, où la lumière entrait bien et où chacune pouvait être vue sans avoir besoin de chercher. J'ai laissé des post-it sur ceux que j'avais parcourus, avec des observations qui me semblaient pertinentes, et avec quelques questions auxquelles je n'avais pas répondu parce que les réponses n'étaient pas dans ce volume spécifique. C'était le genre de choses que je faisais avec mes propres livres à la maison, et qui ici semblaient naturelles avant que je ne réalise que ce n'était pas ma bibliothèque et que j'aurais peut-être dû y penser avant d'écrire sur 8 post-it différents. Il était déjà tard quand j'ai entendu des pas dans le couloir. Je les ai reconnus avant qu'ils n'apparaissent sur le seuil, ce qui était devenu une compétence involontaire et légèrement gênante que j'avais développée sans le demander. Je n'ai pas levé les yeux du livre que je tenais, une encyclopédie de botanique du 19e siècle avec des illustrations qui étaient de petites œuvres d'art en elles-mêmes, et j'ai attendu. Vous lisez ça?
Sa voix venait du seuil et il y avait en elle quelque chose qui n'était pas tout à fait de la surprise, mais qui était de la même famille. Ce que j'ai pu en 2 jours. Je n'ai pas levé les yeux. Vous avez une collection impressionnante d'histoires italiennes, mais zéro fiction. La fiction, c'est une... Ne dites pas que c'est une perte de temps. Une pause. Moins efficace. Maintenant, j'ai levé les yeux. Il était sur le seuil, les bras croisés, et cette posture de quelqu'un qui occupe l'espace sans avoir besoin d'étendre ses gestes pour cela, et me regardait avec une attention qui était devenue, ces derniers jours, une présence physique en soi, quelque chose que je sentais avant de réaliser que j'étais regardé. Efficace, ai-je répété, savourant le mot avec une douce ironie. Vous utilisez ce mot pour tout ce que vous ne voulez pas ressentir. Il est devenu absolument immobile, et ce genre d'immobilité chez lui était différent du silence normal. C'était le silence de quelqu'un qui recalcule, qui a reçu une information à laquelle il ne s'attendait pas, et qui décide quoi en faire avant de répondre. Vous ne me connaissez pas. Je connais les gens qui se protègent en prétendant que leur seule logique est la logique. J'ai retourné mes yeux vers le livre parce que les maintenir sur les siens trop longtemps commençait à coûter quelque chose que je préférais ne pas dépenser. J'ai été élevé par l'un d'eux. Le silence qui a suivi était différent de tous les précédents. Il n'avait pas la tension des silences des premiers jours, ni la neutralité calculée de ceux qui sont venus après. C'était un silence qui respirait, qui avait une température, qui occupait l'espace entre la porte et l'étagère où j'étais, avec une présence que j'ai sentie sur ma peau avant de la sentir ailleurs. Il est entré dans la bibliothèque. Il n'a rien dit. Il est resté à regarder les cartes que j'avais organisées sur le mur de la fenêtre, et il y avait quelque chose dans sa façon de les regarder, lentement, avec une attention qui n'était pas de l'inspection. Vous avez créé une section de cartographie, a-t-il dit finalement. Elles étaient éparpillées sur 3 étagères. C'était un gâchis. Vous utilisez ce mot pour tout ce que vous pensez qui pourrait être mieux. J'ai levé les yeux. Il me regardait par-dessus son épaule avec ce coin de la bouche qui n'atteignait pas tout à fait d'un sourire, mais qui était de la même famille. Et il y avait dans ce regard une proximité que la distance physique entre nous ne compensait pas adéquatement. J'ai appris de quelqu'un, ai-je dit. Il m'a regardé une seconde de plus que nécessaire pour tout ce qui avait une réponse pratique, puis s'est retourné vers les cartes. Le dîner était de l'idée de Nico, qui a présenté la proposition avec l'énergie de quelqu'un qui vend quelque chose dont il sait qu'il rencontrera de la résistance, mais qui croit sincèrement au produit. Il a dit avec une désinvolture que je soupçonnais plus calculée qu'elle n'en avait l'air, que ce serait moins tendu s'ils dînaient ensemble, et a utilisé le mot tendu avec les guillemets invisibles de quelqu'un qui dit une chose et en pense une autre. Romelo a accepté. J'ai appris ce que là quand Cora est apparue pour me le faire savoir, et je n'ai pas pu décider quoi faire de l'information qu'il avait acceptée. Alors, j'ai fait semblant de ne pas avoir remarqué et je suis descendu dîner avec le livre de botanique sous le bras parce que j'étais au milieu d'un chapitre. La table était grande pour 4 personnes, mais Nico avait le don de remplir l'espace avec sa présence et sa conversation. Et le silence initial a duré moins longtemps que je ne l'avais prévu avant qu'il ne commence à me poser des questions avec la curiosité sincère de quelqu'un qui n'essayait pas d'extraire des informations stratégiques, qui voulait juste savoir. Il a posé des questions sur New York, sur ce que je faisais, sur le jardin mental que j'avais mentionné en passant 2 jours auparavant, sans m'attendre à ce qu'il l'ait retenu. J'ai fait rire Nico 3 fois, la 3e fois pour de vrai. Avec ce sourire qui arrivait d'abord dans les yeux puis dans la bouche, il m'a pointé du doigt et a dit « Elle est drôle » à son frère avec le ton de quelqu'un qui présente une découverte. Romelo n'a pas répondu, mais je l'avais regardé à cette seconde exacte, rapidement et involontairement. Et ce que j'ai trouvé, c'est un regard qui était sur moi avec une attention qui n'avait rien de stratégique et qui l'a redirigé vers son assiette avec une vitesse qui était en soi une information. La chaleur qui est montée à mon cou était gênante et complètement non sollicitée. Après le dîner, sans que personne ne le demande et sans que je l'aie prévu, j'ai aidé Cora à débarrasser la table. Elle m'a regardé avec la surprise contrôlée de quelqu'un qui essaye de ne pas montrer sa surprise et n'y parvient pas complètement, et a dit que je n'avais pas besoin de le faire. Vous m'apportez du thé tous les soirs sans qu'on vous le demande. J'ai empilé les assiettes avec soin. Ça semble juste. Elle est allée à la cuisine sans répondre, ce qui avec Cora était une forme de réponse. Et j'avais le dos tourné à la pièce quand j'ai senti, avec cette perception involontaire que j'avais développée en jour de coexistence forcée,
que Romelo était toujours à table, qu'il n'était pas parti et qu'il me regardait. Je ne me suis pas retourné. J'ai fini de débarrasser la table, j'ai suivi Cora jusqu'à la cuisine, et c'est seulement alors que je me suis permis de sentir le poids de ce regard que j'avais porté sur mon dos pendant 3 minutes entières sans le laisser atteindre mon visage. J'avais un problème. Cela devenait difficile à ignorer. Je suis entré dans son bureau sans frapper parce que la porte était entr'ouverte et que frapper à une porte entr'ouverte m'a toujours semblé une formalité inutile et je l'ai immédiatement regretté. Pas à cause de ce que j'ai trouvé, qui était juste Romelo penché sur des documents avec la concentration totale de quelqu'un qui résout quelque chose qui nécessite une réelle attention, mais à cause de la façon dont il a levé les yeux et de la façon dont j'ai senti ses yeux, qui était exactement le problème que j'essayais de ne pas nommer. Avez-vous des règles dans cette maison? Ai-je dit parce que j'avais un but et que le but était ce qui me maintenait organisé. Plusieurs. Alors pourquoi personne ne me l'a dit? Parce que vous n'êtes pas une invitée. Suis-je une prisonnière? Alors j'ai fait un pas dans le bureau parce que maintenir une distance physique avec cet homme avait cessé d'être une stratégie et était devenu une habitude. Et les habitudes créées par la peur ne m'intéressaient pas. Parce que les prisonniers ont aussi des droits. Il s'est levé et ce simple geste, juste un homme se levant d'une chaise, a traversé l'espace entre nous avec un poids qui n'avait rien de simple. Il était grand. J'avais établi cela dès le premier jour. Mais il y avait quelque chose de différent dans son bureau, dans l'espace plus petit, dans la lumière plus faible, dans l'absence d'autres personnes qui servaient de tampon entre la réalité qui existait quand nous étions seuls et la version plus contenue que je pouvais maintenir quand il y avait des témoins. Il est venu vers moi, s'est arrêté assez près pour que je doive incliner légèrement la tête pour soutenir son regard, et la chaleur qui émanait de lui était une présence physique dans l'air entre nous. Quelque chose que je sentais avant tout ce que je pouvais nommer avec des mots. Jardin, bibliothèque, votre chambre, salle à manger, a-t-il dit avec cette voix basse qu'il utilisait quand il voulait que les mots arrivent sans avoir besoin de volume. Et le reste est à moi. Toute votre maison est à vous, Castelli, et vous êtes à l'intérieur, un pas, juste un. Mais l'espace entre nous était déjà trop petit pour qu'un pas ne signifie pas quelque chose. Alors, je vous suggère de respecter ça. Je n'ai pas reculé. C'était de la partie où j'aurais dû reculer, et je le savais, et je ne l'ai pas fait quand même parce qu'il y avait quelque chose dans cette proximité qui était à la fois la chose la plus intelligente à éviter et la plus difficile à quitter. Comme être près d'une source de chaleur dans le froid et savoir que vous restez trop longtemps et ne pas pouvoir bouger. Faites-vous ça pour intimider tout le monde? Ça marche sur tout le monde, pas sur moi. Son regard a changé. Pas l'expression, qui est restée calme et contrôlée comme toujours, mais quelque chose à l'intérieur du regard. Une couche qui s'est déplacée d'un endroit à un autre, comme la lumière changeant d'angle. Et ce qui est devenu visible pendant cette seconde était quelque chose qu'il n'avait clairement pas prévu de laisser visible. Parce que la seconde suivante, il a fait un pas en arrière, avec une délibération qui a coûté plus que n'importe quel retrait décontracté n'aurait coûté. Il a reculé le premier, et cela en disait plus que n'importe quel mot qu'il avait dit dans cette pièce, ou dans n'importe quelle pièce avant celle-là. Parce que les hommes qui reculent les premiers ne sont pas indifférents. Ils ont peur. Et la peur chez cet homme spécifique était l'information la plus révélatrice que j'avais reçue depuis que je m'étais réveillé dans une chambre qui n'était pas la mienne avec un plafond que je ne reconnaissais pas. J'ai quitté le bureau avec des pas mesurés et réguliers, et j'ai monté les escaliers avec ce calme à moitié réel et à moitié construit. Et seulement quand j'ai atteint la chambre et fermé la porte et me suis appuyé contre elle avec mon dos dans le noir, j'ai laissé mes poumons faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire expulser l'air que j'avais retenu trop longtemps sans m'en rendre compte. Mon cœur battait au mauvais rythme. Cette fois, je n'ai pas pris la peine de prétendre que ce n'était pas à cause de lui. Chapitre 5. Romance sans nom et déni sans fin. Il a commencé à se montrer dans le jardin la 3e semaine. La première fois, j'ai fait semblant de ne pas remarquer. Il a installé son ordinateur portable sur la table en pierre près de l'entrée, a ouvert des documents avec cette concentration délibérée de quelqu'un qui démontre son travail, et est resté là pendant 40 minutes sans m'adresser un mot et sans que je lui en adresse un. Et quand il est parti, c'était sans prévenir. Juste des pas sur le sentier de pierre et puis le silence à nouveau. La deuxième fois,
Je n'ai plus fait semblant. J'ai levé les yeux du livre quand il est arrivé, les regardé s'installer avec le même rituel que la fois précédente, puis je suis retourné à ma lecture avec une tranquillité plus honnête que tout ce que j'avais réussi à maintenir près de lui à l'intérieur de la maison. La troisième fois, il est arrivé, et j'avais déjà laissé de la place sur la table en pierre sans avoir prévu de le faire. Il l'a remarqué, il n'a rien dit. Il a placé l'ordinateur portable exactement là où il y avait de la place et a ouvert les documents. Et le silence qui est resté entre nous était du genre qui a une texture que l'on peut presque toucher. Une chose vivante et silencieuse que ni l'un ni l'autre n'a dérangé parce que la déranger semblait être le genre d'erreur qui ne se défait pas. C'est dans un de ces silences que je lui ai parlé de ma mère. Ce n'était pas prévu. Je dois le préciser, car la version planifiée de moi n'aurait pas fait ça. Pas là, pas avec lui. Mais je regardais les rosiers et je pensais au jardin, et les jardins m'ont inévitablement conduit au souvenir d'une photographie que mon père gardait sur son bureau. Une femme aux cheveux noirs dans un jardin plus petit que celui-ci, souriant à l'appareil photo avec le genre d'aisance insouciante que j'avais passé ma vie à essayer de comprendre si elle était réelle ou performative. Et avant que je ne décide de garder la pensée pour moi, j'avais déjà dit à voix haute que ma mère était morte quand j'avais 2 ans et que je ne la connaissais que par des photographies et par la façon dont mon père devenait silencieux quand quelqu'un disait son nom. Romelo a fermé l'ordinateur portable. Il n'a rien dit pendant un moment. Et quand il a parlé, c'était avec une voix différente de celle du bureau et des couloirs. Moins construite, plus directe dans le sens de quelque chose qui va d'un endroit à un autre, sans passer par un filtre. Vous lui ressemblez? A-t-il demandé. Dans les yeux. C'est ce que mon père dit quand elle lui manque et qu'il oublie qu'il le dit à voix haute. Il est redevenu silencieux. Mais c'était un silence qui écoutait. Et il y avait une énorme différence entre un silence qui écoute et un silence qui attend juste son tour pour parler. Je l'avais appris tôt en grandissant avec un père qui avait parfois plus besoin de présence que de réponse. Et j'ai reconnu chez Romelo ce même genre d'attention, dense et réelle, le genre que l'on ressent dans la poitrine, avant d'identifier d'où elle vient. Mon frère a failli mourir il y a 5 ans, a-t-il dit finalement en regardant la fontaine. Accident. Il a été dans le coma pendant 3 semaines. Une pause. Nico. Je l'ai regardé. Il n'a pas regardé en retour, mais il y avait quelque chose dans ses épaules qui avait légèrement changé de position. Une ouverture minimale qui, chez cet homme spécifique, était l'équivalent d'ouvrir une fenêtre entière. C'était la première fois que je comprenais qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas contrôler. Peu importe ce que je faisais, a-t-il dit, toujours sans me regarder. Je n'ai pas aimé la découverte. Personne n'aime. Vous semblez y être habitué. Je suis habitué à l'idée, ai-je répondu honnêtement. Je travaille encore sur la pratique. Il m'a regardé alors, de côté et par en dessous, avec ce regard du coin de l'œil qui était plus révélateur qu'un regard direct, parce qu'il avait moins de temps pour être arrangé avant d'arriver. Et ce que j'y ai vu pendant cette seconde était quelque chose qui n'était pas dans les documents ou dans les couloirs ou dans aucune des versions contrôlées de lui que j'avais cataloguées jusqu'alors. C'était quelque chose de plus vieux, de plus fatigué et de plus humain que tout ça. Et ça n'a duré qu'une seconde avant qu'il ne retourne ses yeux vers la fontaine. Mais c'était suffisant pour que je sente quelque chose se réorganiser dans ma poitrine d'une manière que je savais ne pas se défaire facilement. Nous n'avons pas commenté à quel point nous nous étions raconté ce que cet après-midi-là. C'était de l'accord tacite, la règle non dite du jardin, que ce qui était dit là restait dans un registre différent du reste, et que trop demander sur ce qui avait été dit serait le genre de geste qui déferait ce qui avait été construit. La pluie est revenue un vendredi après-midi avec la même conviction que la première fois, mais cette fois, je l'ai entendu venir. L'odeur avant les gouttes et le vent qui a fait baisser la température en 3 minutes avant qu'une seule goutte ne touche le sol. Et je suis resté où j'étais, sur l'herbe avec le livre sur mes genoux, parce qu'il y avait quelque chose que je voulais confirmer à propos de cette pluie et de ce qu'elle faisait au jardin quand personne ne regardait. Ce qu'elle faisait, c'était le rendre complètement autre et complètement le même temps. Les couleurs plus saturées, l'odeur plus dense, la fontaine sans importance face au bruit de la pluie sur les branches, les pierres et l'herbe autour de moi. Et j'étais au milieu de tout ça, me faisant copieusement tremper quand j'ai remarqué qu'il y avait une tasse de thé sur le porche qui m'attendait. Il n'y avait pas de tasse sur le porche. Je le savais parce que j'ai regardé,
Mais il y avait quelque chose à la fenêtre du bureau que j'ai identifié avec ma vision périphérique et que je n'ai pas examiné de front parce que l'examiner de front aurait défait le déni plausible que j'essayais de maintenir sur le fait qu'il me regardait sous la pluie et que l'information que j'avais refusé le parapluie lui était parvenue et qu'il était resté quand même. Je suis rentré trempé 20 minutes plus tard, le livre sauvé sous mon bras pour avoir été le seul instinct de protection qui avait fonctionné, et j'ai trouvé Nico dans le couloir avec ce sourire qu'il essayait de cacher sans succès. Vous aimez la pluie, a-t-il dit avec le ton de quelqu'un qui vérifie une hypothèse déjà confirmée. Oui, il est resté à la fenêtre, a dit Nico, et il y avait une légèreté dans sa voix qui était à la fois désinvolte et complètement intentionnelle. Je sais, ai-je répondu, et j'ai continué à marcher. Nico est resté dans le couloir derrière moi, probablement avec ce sourire toujours sur son visage, et j'ai monté les escaliers, les cheveux dégoulinants, et mon cœur faisant cette chose gênante qui était devenue récurrente, et que j'étais trop fatigué pour combattre, surtout trempé. Cette nuit-là, il est réapparu. Je n'étais pas malade cette fois, donc il n'y avait aucune justification pratique. Et je pense que c'est ce qui nous a tous les deux pris par surprise, l'absence de justification, juste la présence du fait lui-même. J'étais sur le balcon de la chambre, qui était petit et donnait sur le côté du jardin, où se trouvaient les rosiers, avec le livre de botanique qui était devenu une sorte d'objet de continuité ces semaines-là, et je l'ai entendu arriver avant de le voir. Des pas dans le couloir, s'arrêtant à la hauteur de ma porte et y restant une seconde avant de continuer. Mais ils n'ont pas continué. Il y a eu un léger coup, du genre qui vous donne l'option de faire semblant de ne pas avoir entendu, et j'ai dit entrer avant d'analyser si je devais le faire. Et la porte s'est ouverte et il s'est tenu à l'entrée, les mains sur le cadre, et ses yeux allant d'abord à moi, puis au balcon, puis au livre ouvert sur mes genoux, avec cette expression de quelqu'un qui évalue quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver. Vous ne dormez pas, a-t-il dit. Et ce n'était pas une question. Vous non plus. Il est entré. Il a marché jusqu'au balcon avec sa démarche délibérée et s'est appuyé contre la balustrade, le dos au jardin et face à moi. Et la faible lumière du balcon faisait des choses avec les ombres sur son visage qui rendaient tout légèrement plus difficile que ça ne l'était déjà. Puis-je? J'ai fait un geste vers la chaise à côté de moi. Il s'est assis et nous sommes restés tous les deux en silence pendant un temps que je n'ai pas compté, avec le son lointain de la fontaine et l'air de la nuit qui sentait la terre mouillée après la pluie de l'après-midi. Et dans ce silence, il y avait une intimité qui n'avait pas été négociée, et qui était là quand même, construite au fil des semaines de jardin, de livres et de conversations qui avaient atteint des endroits que ni l'un ni l'autre n'avions cartographiés à l'avance. L'après-midi suivant, j'identifiais dans le jardin la plante du coin que j'avais trouvée décrite dans le livre de botanique. Et quand il est arrivé, je n'ai pas eu besoin d'entendre les pas pour le savoir. C'était juste ce changement dans l'air qui m'avait accompagné depuis la première semaine et qui avait cessé d'être troublant pour devenir, avec une douceur que je n'avais pas remarquée pendant que ça se passait, quelque chose de proche du familier. Regardez, ai-je dit, et j'ai tendu le livre ouvert vers lui avec l'illustration tournée vers le haut, pointant du doigt la plante dans le coin puis la page. C'est exactement celle-ci. Regardez la feuille, la nervure centrale. Il s'est penché pour voir, et c'est exactement à ce moment-là que l'espace entre nous a simplement disparu. Pas de manière dramatique, pas avec un geste spécifique de l'un ou de l'autre, juste la somme de moi m'étant penché pour montrer et lui s'étant penché pour voir, et soudain la distance entre mon épaule et la sienne était en centimètres, et la chaleur qui émanait de sa peau était une présence tout à fait réelle dans l'air entre nous. J'ai continué à pointer l'illustration pendant 2 secondes, qui ont été les 2 secondes les plus longues de cette semaine. Et puis j'ai arrêté parce qu'il n'y avait plus rien que je voyais réellement sur la page. Il ne s'est pas éloigné. J'ai senti le moment où il a remarqué la proximité de la même manière que moi. Un léger changement dans sa respiration, presque imperceptible, du genre que l'on ne remarque que lorsqu'on est assez proche pour le remarquer. Et le livre est resté ouvert entre nous comme un prétexte qui avait expiré et que ni l'un ni l'autre n'avions encore fermé. Sky. Sa voix est sortie différente, plus basse, avec cette texture qu'elle avait quand il n'avait pas eu le temps de l'arranger avant de parler. Et j'ai levé les yeux du livre et j'ai trouvé les siens exactement là où je savais qu'ils seraient, trop proches et trop sombres. Et avec cette couche visible qui apparaissait parfois quand il ne pouvait pas la couvrir à temps, son téléphone a sonné.
Le son était une intrusion physique dans l'air entre nous. Et il a cligné des yeux juste une fois avant de sortir l'appareil de sa poche, avec un mouvement qui avait une fraction d'hésitation avant d'être exécuté. Il a regardé l'écran, a répondu, et a reculé de 2 pas avec le téléphone à l'oreille et ses yeux se posant sur moi une seconde avant de se tourner dans la direction opposée. J'ai fermé le livre, j'ai regardé les rosiers, j'ai respiré l'air de l'après-midi avec l'odeur de la terre, des plantes et de quelque chose que j'avais cessé d'essayer de ne pas ressentir parce que ça ne marchait pas, de toute façon. Cora était à la porte vitrée quand je me suis retourné, le visage tourné vers l'intérieur de la maison et la posture de quelqu'un qui n'avait absolument rien vu, ce qui avec Cora signifiait qu'elle avait tout vu. Je suis rentré sans rien dire, j'ai monté les escaliers, je me suis assise sur le bord du lit avec le livre sur mes genoux, et j'ai fixé la couverture pendant un temps considérable, pensant qu'il y avait une plante dans le coin et du jardin que j'avais identifié avec précision, et qu'il y avait une autre chose là que j'avais identifiée avec la même précision, et qui était beaucoup moins facile à classer dans une catégorie sûre et à ranger. Parce que les catégories sûres présupposent que la chose que vous essayez de cataloguer reste immobile pendant que vous décidez où la mettre, et Romello Castelli ne restait immobile dans aucun des endroits où j'essayais de le mettre. Chapitre 6. Ce qu'il ressent et ce qui ne peut pas être. Je savais que quelque chose avait changé dans le manoir avant de comprendre quoi. C'était une de ces perceptions qui arrivent par le corps avant d'arriver par la tête. Une tension différente dans l'air des couloirs. Une qualité spécifique dans le silence que Cora portait avec elle ce matin-là, en arrangeant le plateau du petit déjeuner avec une attention légèrement excessive à la position des tasses. Je l'ai observé un moment, j'ai calibré ce que je voyais, et j'ai décidé que demander directement serait inefficace car Cora ne répondait pas aux questions directes sur les choses qu'elle avait décidé que je n'avais pas besoin de savoir. Alors, je suis allé au jardin et j'ai attendu que la journée me le dise d'elle-même. Ça n'a pas tardé. Vers midi, j'ai entendu des voix dans le bureau de Romello, le ton étouffé d'une conversation qui ne veut pas être entendue traversant le mur épais du manoir, avec l'insistance de quelque chose qui ne se contient pas complètement. Et l'un des timbres était grave et familièrement contrôlé. Et l'autre était plus vieux et plus froid, et avait cette qualité spécifique d'autorité qui n'a pas besoin d'essayer parce qu'elle a été construite sur des décennies d'obéissance sans question. Domator Castelli était au manoir. Je ne l'avais pas encore vu, mais j'avais entendu le nom aux abords de conversations qui n'étaient pas les miennes. Prononcé avec cette révérence involontaire que les gens réservent aux choses qu'ils respectent et craignent simultanément. C'était le père de Romello. C'était l'homme qui avait ordonné l'enlèvement. Et il y avait quelque chose dans l'idée de sa présence dans cette maison qui rendait l'air légèrement plus lourd, comme la pression atmosphérique qui augmente avant une tempête. Je suis resté dans le jardin. La fontaine faisait son bruit habituel. Les rosiers n'avaient pas d'opinion sur Domator Castelli. J'ai essayé d'adopter la même posture avec des résultats mitigés. Je n'ai pas entendu ce qui a été dit dans ce bureau, mais j'ai vu Romello après. Il est allé au jardin en fin d'après-midi avec l'ordinateur portable, mais ne l'a pas ouvert, ce qui était nouveau, et s'est assis à la table en pierre en regardant la fontaine avec cette expression que j'avais appris à lire ces dernières semaines. De la même manière que l'on apprend à lire la météo, pas avec une certitude absolue, mais avec assez de familiarité pour distinguer les types. Cette expression n'était pas la froideur calculée des premiers jours ou l'ouverture prudente des conversations de jardin. C'était quelque chose de plus lourd, de plus vieux, du genre qui apparaît quand une personne s'est rappelé une version d'elle-même qu'elle commençait à oublier. Je me suis assise de mon côté habituel de la fontaine sans rien dire, car il y avait des moments où la chose la plus honnête était juste d'être présent, et c'était clairement l'un d'eux. Nous sommes restés en silence pendant longtemps. Le soleil s'est couché, les ombres des arbres ont grandi sur l'herbe. Votre père était ici, et je dis finalement, pas comme une question. Il l'était. Et il m'a regardé, et il y avait dans ce regard une honnêteté qui a atteint ma poitrine avec une force disproportionnée par rapport à la taille du geste. Parce que c'était le regard de quelqu'un qui porte quelque chose de lourd et qui, pendant une seconde, a envisagé la possibilité de partager le poids avant de décider qu'il ne pouvait pas. Rien que vous ayez besoin de savoir pour le moment, a-t-il dit, et sa voix était plus basse que la normale, plus proche de quelque chose de réel que d'une réponse construite. Je l'ai regardé un moment, puis j'ai regardé la fontaine. D'accord, ai-je dit simplement, et je n'ai pas insisté,
car il y avait une différence entre ce que je voulais savoir et ce que j'avais le droit de demander, et je commençais à avoir du mal à garder cette distinction claire quand il s'agissait de lui. Il a continué à me regarder une seconde de plus que ce à quoi je m'attendais. Avec cette expression que je ne pouvais pas nommer, mais qui atteignait le centre de ma poitrine comme de la chaleur, puis s'est retourné vers la fontaine et y est resté jusqu'à ce que le soleil disparaisse complètement. Valentina Sarah est arrivée le lendemain. Je savais que c'était elle avant d'être présentée, car il y avait un type spécifique de femme qui entre dans une pièce, comme si elle savait déjà exactement combien d'espace elle occuperait et combien d'espace elle prendrait à tout le reste. Et Valentina Sarah était de ce type, avec une précision qui frisait l'art. Elle était belle de la manière dont les choses tranchantes sont parfois belles, avec une élégance qui avait trop de structure pour être décontractée et une amabilité qui avait trop de distance pour être réelle. Elle m'a vu dans le jardin avant qu'aucune présentation formelle n'ait eu lieu. Et il y a eu une seconde, juste une, où ses yeux m'ont parcouru avec la vitesse et l'efficacité d'une évaluation complète avant de redevenir la surface douce et composée qu'elle présentait au monde. 3 secondes au total. Et j'ai su en ces 3 secondes tout ce que j'avais besoin de savoir sur Valentina Sarah et sur ce que ma présence dans ce manoir signifiait pour elle. Au dîner, elle est venue à mon côté de la table avec le genre de gentillesse qui a un couteau à l'intérieur. Quelle histoire intéressante que la vôtre, a-t-elle dit avec ce sourire des dents qui n'atteignait pas ses yeux. Kidnappé et pourtant si adapté. Adaptable, ai-je corrigé calmement. Différent d'adapté. Quelle est la différence? Elle a légèrement incliné la tête avec une expression de curiosité qui n'était pas de la curiosité. Adapté et permanent. J'ai posé ma fourchette sur l'assiette avec soin. Adaptable est un choix. Elle a souri à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose dans ce sourire qui était presque du respect et presque de la colère en proportion égale. L'expression de quelqu'un qui s'attendait à moins de résistance et qui recalibrait en temps réel. Choix, a-t-elle répété en savourant le mot. Quelle perspective fascinante sur votre situation. Les situations sont ce qu'elles sont, ai-je dit. La perspective est toujours un choix. Nico m'a regardé avec ce sourire qu'il cachait sans succès. Et j'ai évité de croiser le regard de Romelo parce que je savais que si je le faisais, je perdrais quelque chose du sang-froid que je maintenais avec un effort considérable. Je les ai croisés quand même parce que c'était inévitable. Ils me regardaient avec une attention qui n'avait rien de neutre, avec ce regard sombre et direct qui était devenu ces derniers jours une chose que je sentais avant de la voir. Et il y avait en lui quelque chose que je n'avais jamais trouvé auparavant sur ce visage. Quelque chose de proche de l'inconfort, le genre spécifique qui ne vient pas d'une situation extérieure, mais d'une situation intérieure que la situation extérieure rend difficile à continuer d'ignorer. J'ai détourné le regard la première, j'ai continué à dîner, j'ai répondu à Valentina quand c'était nécessaire, j'ai ignoré quand c'était possible, et je me suis concentré sur le fait de ne pas montrer à quel point cette femme me dérangeait. Pas à cause de ce qu'elle était en elle-même, mais à cause de ce qu'elle représentait du monde de Romelo, du type d'alliance qui existait dans cet univers et de l'espace que j'occupais ou n'occupais pas en lui. J'ai quitté le dîner avant le dessert avec une excuse que personne n'a contestée, et j'ai monté les escaliers avec ce calme de quelqu'un qui stocke des choses pour plus tard, parce que maintenant n'est pas le moment. Plus tard est venu sous la forme de voix dans le couloir du bas, et j'étais sur le balcon de la chambre avec le livre fermé sur mes genoux, quand j'ai entendu le ton de la conversation entre les deux frères traverser le silence de la nuit, avec cette insistance de quelque chose qui ne veut pas être contenu. Je n'avais pas l'intention d'écouter. C'est vrai et c'est pertinent parce que ce que j'ai entendu était le genre de choses qui changent la géométrie de ce que vous essayez de maintenir en place, et j'aurais préféré ne pas recevoir cette information à ce moment précis de cette manière précise. Tu es amoureux d'elle. La voix de Nico, directe, sans ton interrogateur. Le silence de Romelo a duré le temps d'une respiration. Non, Romelo, c'est la fille d'Auguste Harding. Sa voix était plate et construite. Écoutez juste assez pour que je sache qu'elle était construite. Elle est ici à cause d'une dette de sang. Quand son père paiera, elle partira. Et si son père ne paye pas bientôt, elle partira quand même. Tu vas la renvoyer? Oui. Même si tu ne le veux pas. La pause qui a précédé la réponse était trop longue pour que tout déni qui la suivrait soit complètement crédible. Et je suis resté absolument immobile sur le balcon, avec le livre sur mes genoux,
et mon cœur faisant cette chose gênante dans ma poitrine. Surtout si je ne le veux pas, a-t-il dit finalement, avec une voix qui avait la qualité d'une décision prise avant que la conversation n'existe. Le genre que l'on prend non pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on croit qu'on le doit. Nico n'a pas répondu immédiatement. Quand il a parlé, c'était avec une douceur que je n'avais pas entendue chez lui auparavant. Plus vieux et plus fatigué que son ton habituel. Tu vas le regretter. J'ai déjà pris la décision. Romelo, elle a réorganisé la bibliothèque. Elle est restée sous la pluie avec un livre. Elle a fait en sorte que Cora l'aime en 4 jours. Et Cora n'aime personne en moins d'1 an. Une pause. Tu sais exactement ce qu'elle est. Je sais. Et il y avait dans ce mot un poids qui a atteint le balcon avec une force qui n'a pas diminué pendant le trajet. C'est exactement pour ça. Les pas de Nico se sont éloignés. Le silence est revenu. Et je suis resté sur le balcon pendant longtemps, regardant le jardin sombre en bas. Les rosiers qui n'étaient pas visibles, mais que je savais où ils étaient, la fontaine que j'entendais mais ne voyais pas. Et j'ai essayé d'organiser ce que j'avais entendu sous une forme qui tiendrait en moi sans prendre trop de place. Je n'ai pas pu, car il y avait une différence fondamentale entre suspecter quelque chose et l'entendre dire à voix haute avec cette voix spécifique. Et cette différence avait des arêtes, avait du poids et avait la température exacte de quelque chose que vous saviez allait changer quelque chose avant de savoir exactement quoi. Il savait ce qu'il ressentait, mais il avait dit à voix haute qu'il allait me renvoyer, surtout parce qu'il ne le voulait pas, ce qui était à la fois la chose la plus honnête et la plus douloureuse que j'avais entendue ces semaines-là. Et il y avait quelque chose de profondément injuste dans le fait que l'honnêteté d'un homme puisse faire mal de la même manière qu'un mensonge. Je suis allé me coucher sans lire. Je me suis allongé sur le dos, fixant le plafond avec mes bras le long du corps, et mon esprit travaillant à ce rythme soutenu que je connaissais bien, et j'ai pensé au jardin et au silence partagé, et à un homme qui avait fait du thé à 2 heures du matin, et qui était resté à la fenêtre sous la pluie, et qui avait dit « Surtout si je ne le veux pas », avec la voix de quelqu'un qui avait déjà décidé que protéger était la seule forme d'amour qu'il savait offrir. Et j'ai pensé que peut-être le problème n'était pas ce qu'il ressentait. Le problème était ce qu'il allait en faire. Chapitre 7. Elle ne veut plus partir et il la renvoie quand même. Je le savais avant qu'il ne me le dise. Ce n'était pas à partir d'une information concrète. Ce n'était pas à partir d'une conversation surprise ou d'un document vu par hasard sur une table. Ou qu'était à cause de l'air dans le manoir ce matin-là, qui avait une qualité différente de l'air de tous les matins précédents. Plus tendu et en même temps plus résolu, comme l'atmosphère après une décision importante qui n'a pas encore été communiquée, mais qui a déjà changé le poids de tout ce qui l'entoure. Cora a apporté le café avec un silence plus dense que d'habitude, ses yeux allant de moi au plateau avec une fréquence qui n'était pas désinvolte. Nico ne s'est pas montré au petit déjeuner, ce qui en semaine de coexistence était devenu une exception suffisante pour être remarqué. Et il y avait le jardin. Je suis allé à la porte vitrée après le café et je suis resté là un moment, la main sur le cadre, regardant dehors avec cette attention involontaire que le corps développe pour les choses qu'il est sur le point de perdre, avant que la tête n'ait reçu l'avis officiel. La lumière du matin était sur les rosiers, avec cet angle spécifique des matins de week-end que j'avais appris à distinguer des matins de semaine par la façon dont elle frappait le coin et du jardin. Et la fontaine faisait son bruit habituel, et le sentier de pierre était vide avec les contours familiers que j'avais mémorisés sans avoir prévu de les mémoriser. J'avais fait de ce jardin mon jardin sans demander la permission, sans rien signer, juste par des semaines de présence qui se sont accumulées jusqu'à ce que les espaces soient marqués par le passage de quelqu'un qui y était resté assez longtemps pour laisser une trace. Et cette perception est arrivée ce matin-là avec le poids silencieux de quelque chose qui avait été vrai depuis si longtemps que l'admettre ne changeait plus rien, juste nommait ce qui était. Je n'ai pas ouvert la porte. Je suis retourné à la chambre et je me suis assise sur le bord du lit, les mains sur mes genoux et mon esprit travaillant à ce rythme silencieux qu'il utilisait pour traiter quelque chose qu'il préférait ne pas traiter. J'ai regardé le placard, les vêtements qui avaient été achetés à ma taille par quelqu'un qui avait anticipé ma présence avec une précision qui m'avait dérangé la première semaine et qui était devenue au fil du temps l'une des nombreuses choses de cet endroit que j'avais cessé de questionner et simplement incorporé. J'ai regardé la table de chevet,
la tasse de thé que Cora avait apportée qui était encore chaude, et le livre de botanique que j'avais laissé là, ouvert à la page de la plante du coin et avec le post-it que j'avais écrit 2 jours auparavant, toujours plié dans la marge. J'étais arrivé à ce manoir avec 2 objectifs qui me semblaient absolus et simples: survivre et partir. Et à un moment donné, entre la première semaine et ce lundi matin, avec le thé chaud, le livre ouvert et le jardin de l'autre côté de la porte vitrée, l'un de ces objectifs avait changé d'adresse sans que j'aie signé aucune autorisation pour cela. Le coup de Cora à la porte avait cette précision de ces 3 coups, et le message a été transmis avec la formalité prudente de quelqu'un qui avait été instruit des mots exacts. Le monsieur aimerait me voir au bureau quand je serai disponible. Quand je serai disponible, comme si j'avais un emploi du temps dans ce manoir, comme si cette phrase n'était pas juste la version polie de maintenant. Je me suis levé, j'ai arrangé mes cheveux dans le miroir sans vraiment regarder ce que j'arrangeais. Je suis parti. J'ai pris le chemin le plus long, le couloir qui passait par la bibliothèque, car il y avait quelque chose dans ce trajet que je devais faire avant de faire l'autre. Je suis passé devant la porte ouverte et je suis entré un instant, juste un, et je suis resté à regarder les étagères avec l'organisation que j'avais créée cet après-midi-là. Il y a des semaines, les livres d'histoire sur le mur du fond, la section de cartographie sur le mur de la fenêtre avec la lumière qui entrait, n'est-ce pas? Les post-it qui étaient encore sur les livres que j'avais parcourus avec des notes de ma petite écriture inclinée. Il y avait quelque chose dans cet espace qui était à moi, d'une manière que la chambre n'avait jamais été complètement, parce que la chambre avait été préparée pour moi, mais la bibliothèque, je l'avais préparée moi-même. Et cette différence comptait d'une manière que je ne pouvais pas articuler à l'époque, mais que je sentais avec précision. J'ai quitté la bibliothèque, je suis descendu, j'ai frappé à la porte du bureau parce que cette fois, cela semblait être le bon geste, et je suis entré quand il a dit « Entrez », avec cette voix grave qui traversait facilement les portes. Il se tenait au milieu du bureau, pas assis sur des documents, pas appuyé contre la fenêtre, pas dans l'une des positions que j'avais cataloguées au fil des semaines, comme les positions habituelles de Romello Castelli au repos. Debout et immobile, les épaules droites, le costume sombre et la cravate en place. Et il y avait dans cette verticalité statique quelque chose de plus exposé que n'importe quelle position de travail n'aurait permis, car les meubles et les distances fonctionnent comme des boucliers, et il avait choisi d'être sans l'un ni l'autre. J'ai enregistré cela avant d'enregistrer quoi que ce soit d'autre. Votre père a payé, a-t-il dit avec la voix plate et directe de quelqu'un qui lit une annonce sans préambule et sans ornement. La façon dont il faisait les choses difficiles, de front et sans adoucissement inutile, parce que l'adoucissement était une forme de condescendance qu'il ne pratiquait pas. Je suis resté où j'étais, à 2 mètres de la porte, et j'ai laissé l'information occuper l'espace dont elle avait besoin avant d'essayer de dire quoi que ce soit. La dette est réglée, a-t-il continué, et il est allé à la fenêtre avec ce mouvement de quelqu'un qui a besoin de distance sans avoir nulle part où aller parce que quitter la pièce n'était pas une option. Et la fenêtre était le seul point du bureau qui offrait autre chose que moi. Vous pouvez partir aujourd'hui. La voiture est disponible quand vous le voudrez. Romello, Sky. Mon nom dans cette voix avec cette qualité qu'il ne pouvait pas enlever, peu importe à quel point il essayait de construire une distance autour, cette chose directe et présente qui arrivait avant tout filtre. Ça allait toujours se terminer comme ça. Je sais comment ça allait se terminer. Et j'ai fait un pas, juste un, mais assez pour qu'il le remarque par ses épaules, qu'il l'ait remarqué. Une tension minimale que je connaissais assez bien pour la reconnaître. Mais vous savez ce qui s'est passé au milieu? Il est resté silencieux, regardant par la fenêtre le jardin. Je ne pouvais pas le voir de là, mais je savais exactement comment il était à ce moment-là. La lumière du matin sur les rosiers, la fontaine, le sentier de pierre, avec les contours que j'avais mémorisés. Rien ne s'est passé, a-t-il dit. Le mot a atterri dans l'air entre nous avec un poids complètement disproportionné par rapport à sa taille, et y est resté, occupant l'espace avec la présence dense de quelque chose qui est dit et ne peut être rappelé. Et je l'ai entendu avec toute l'attention qu'il méritait avant de répondre. Rien, ai-je répété lentement, savourant chaque syllabe, avec la précision de quelqu'un qui veut que l'autre entende son propre mensonge lui être retourné. Vous pouvez dire que c'est la vérité, c'est un mensonge. Et ma voix est sortie ferme, sans tremblement, sans volume, parce que la vraie colère n'a pas besoin de volume.
Elle a juste besoin de précision, de clarté et de présence. Et j'avais les trois à ce moment-là avec une intensité qui avait mis des semaines à s'accumuler. Et vous savez que c'en est un. Il s'est retourné. Et c'était le pire moment pour lui de le faire. Le moment le plus inopportun et le plus inévitable en même temps. Parce que mes yeux étaient pleins et que je ne les laissais pas tomber. Je tenais avec toute l'obstination qui m'avait gardé entière ces semaines-là et qui était devenue la chose la plus chère que je possédais entre ces murs. Et ce genre de courage, le courage d'être brisé devant quelqu'un et de ne pas reculer, avait toujours été celui qui me coûtait le plus, parce que c'était celui qui m'exposait le plus. Il m'a regardé, et ce qui était dans son expression n'était pas la froideur des premiers jours. Ce n'était pas l'aube des couloirs, des documents et des regards calculés. C'était juste un homme regardant quelque chose qu'il voulait et avait décidé de ne pas avoir, et qui payait le prix de cette décision en temps réel devant moi, avec une honnêteté involontaire qui faisait plus mal que n'importe quelle cruauté délibérée n'aurait fait mal. Parce que la cruauté peut être défendue, et cela n'avait aucune défense. Vous devez partir, Sky. Pourquoi? Et les questions sont sorties avant que je ne décide de les laisser sortir. Pas parce que j'avais perdu le contrôle, mais parce que j'avais atteint un point où retenir les questions était une énergie que je n'avais tout simplement plus à dépenser. Parce que votre père le dit, parce que je suis la fille de l'ennemi, parce que c'est plus facile de me renvoyer que d'admettre, parce que si vous restez, je ne pourrai pas faire ce que je dois faire. Le silence qui a suivi cette phrase avait en lui la texture spécifique de l'honnêteté réelle, celle qui sort quand même malgré le coup, qui s'échappe non pas parce que la personne a oublié de la retenir, mais parce qu'elle avait atteint un point où la retenir coûtait plus cher que de la laisser partir. Et je suis resté immobile, traitant ces mots avec toute l'attention qu'ils méritaient et que je n'étais pas sûr de pouvoir maintenir beaucoup plus longtemps. Et que devez-vous faire? Une respiration, deux, et quand il a parlé, c'était avec une voix qui avait baissé de ton d'une manière qui rendait chaque mot plus physique, plus présent, plus impossible à ne pas ressentir à l'endroit exact où je le sentais déjà. Vous protégez de mon monde, de moi-même. Je n'ai pas claqué la porte. C'était un choix délibéré, car une partie de moi voulait le bruit, le geste et la satisfaction physique de faire quelque chose de concret avec tout ce qui était comprimé à l'intérieur. Mais j'avais appris ces semaines-là que les réactions qui atteignaient le plus cet homme spécifique étaient toujours les plus contenues. Et donc j'ai quitté le bureau avec des pas réguliers et j'ai fermé la porte avec le clic doux comme toujours et j'ai descendu le couloir avec ce calme à moitié réel et à moitié construit et que je devais faire durer au moins jusqu'en haut. Ça a duré. J'ai pris ce qui était à moi, ce qui était moins de choses que je n'étais venu à penser, parce que la plupart de ce que j'avais accumulé entre ces murs n'étaient pas des objets que l'on met dans un sac. Le livre de botanique est resté sur la table de chevet. Le post-it est resté sur les livres de la bibliothèque. Le jardin est resté où il était, ce qui était le seul endroit où il pouvait rester. Cora était dans le couloir quand je suis sorti avec mon sac, et elle n'a rien dit. Elle a juste marché à côté de moi jusqu'au bas de l'escalier, avec cette présence silencieuse et solide qui avait été ces semaines-là l'une des choses les plus constantes et les plus honnêtes de ce manoir. Sur la dernière marche, elle s'est arrêtée et je me suis tourné vers elle avec le sac sur l'épaule et les yeux que je gardais secs avec un effort qui atteignait sa limite. J'ai posé ma main sur son bras une seconde. Elle ne s'est pas retirée. « Merci pour le thé », ai-je dit. Elle a fait ce geste avec son menton, qui était sa version de tout ce qu'elle avait décidé n'avait pas besoin d'être dit à voix haute, et est restée au bas de l'escalier pendant que je traversais le hall avec les pas que j'avais comptés tant de fois ces semaines-là. 18 de la chambre à l'escalier, 12 de l'escalier au hall, 8 du hall à la porte principale. J'ai compté à nouveau automatiquement, sans le vouloir. L'air extérieur avait la température et l'odeur de l'air qui existe en dehors des endroits où l'on est resté trop longtemps, différent de l'air intérieur d'une manière que l'on ne peut distinguer que lorsqu'on part. Et je suis resté immobile à l'entrée une seconde avec le soleil sur mes épaules et le son lointain de la fontaine venant du côté du jardin que je ne regardais pas. Parce que regarder était le genre de choses que je ne pouvais pas faire à ce moment-là et rester debout comme je devais le faire. La voiture était à l'entrée. Le chauffeur a ouvert la porte sans que j'aie besoin de le demander. Avant de monter, je me suis retourné.
J'ai regardé la façade du manoir avec cette clarté spécifique de la dernière fois que le regard développe quand il sait qu'il stocke quelque chose et veut le faire bien. La pierre sombre, les arches, les hautes fenêtres et la fenêtre du bureau à l'étage avec le rideau en place, fermé, opaque, sans personne visible de l'extérieur. Je suis monté dans la voiture. J'ai pleuré après que le portail en fer a disparu dans le rétroviseur. Ce n'était pas le cri dramatique que je méritais peut-être à ce moment-là. Ce n'était pas l'effondrement ou les cris. C'était le cri silencieux de quelqu'un qui libère quelque chose qu'il a tenu assez longtemps pour que la contention devienne structure. Et quand la structure s'en va, c'est lent et sans bruit. Des larmes tombant pendant que je regardais par la fenêtre latérale le monde qui continuait dehors, avec l'indifférence que le monde maintient envers ce qui se passe à l'intérieur des voitures qui passent. Le chauffeur a gardé les yeux sur la route tout le trajet. J'en étais reconnaissante d'une manière que je n'ai pas articulée à voix haute, mais qui était réelle et complète. Au manoir, Romelo est resté à la fenêtre du bureau pendant un temps que Nico, quand il est entré sans frapper, n'a pas demandé combien de temps cela avait duré. Il s'est tenu à côté de son frère en silence, regardant l'entrée où la voiture s'était arrêtée et d'où elle était partie, avec cette présence latérale de jeune frère qui connaît les limites de ce qui est bienvenu et reste à l'intérieur quand c'est important. Le jardin était visible de la fenêtre, avec la lumière du matin sur les rosiers, la fontaine et le sentier de pierre vide. Et qu'il y avait quelque chose dans ce vide spécifique qui était différent du vide d'avant elle, bien que géométriquement, ce soit la même chose. Après un long moment, Romelo a dit « J'ai fait ce qu'il fallait ». Nico n'a pas répondu. Je l'ai fait. Et il y avait dans la répétition quelque chose qui n'était pas de la conviction, mais qui essayait de l'être. Le genre d'affirmation que l'on fait non pas pour convaincre l'autre, mais pour l'entendre à voix haute et décider si on y croit. D'accord, Nico. Avec cette voix neutre qui n'était ni d'accord ni ne contestait, qui était juste présente. Nico. Je n'ai rien dit, Romelo. Et ce rien dit disait tout avec la précision silencieuse d'un frère qui en sait assez pour savoir que certaines vérités s'installent mieux quand elles ne sont nommées par personne d'autre que celui qui a besoin de les entendre. Et que le bon silence au bon moment atteint plus profondément que n'importe quel mot ne l'aurait fait. Romelo est resté à la fenêtre. La fontaine a continué à faire son bruit là-bas, dans le jardin vide qui avait été pendant des semaines, et sans aucune signature formelle, le jardin 2-2, chapitre 8, cœur brisé et la fête qui n'aurait pas dû avoir lieu. 2 mois, c'est une durée qui semble abstraite jusqu'à ce que vous deviez la traverser jour après jour. Je suis retourné à la vie avec la continuité silencieuse de quelqu'un qui reprend ses propres espaces et découvre qu'ils sont restés de la même taille alors qu'elle est devenue différente. L'appartement était tel que je l'avais laissé, avec les 3 pots sur le balcon, la lumière du matin entrant par la fenêtre de la cuisine et les livres sur les étagères dans l'ordre que j'avais établi des années auparavant et qui ne m'avait jamais semblé insuffisant jusqu'à ce que j'aie passé des semaines dans une bibliothèque réorganisée de fond en comble, avec des sections créées par moi et des post-it de mon écriture sur 8 volumes différents. Je suis retourné au travail, j'ai déjeuné avec mon père le mardi, j'ai ri quand il y avait une raison de rire, ce qui était moins fréquent qu'avant, et avec un effort que j'espérais non visible, mais qui l'était probablement. Le balcon avec les 3 pots est devenu l'habitude de l'après-midi. J'y allais après le travail, je prenais un livre, je restais plus longtemps que la lecture ne le justifiait, et le rosier du pot du milieu avait germé en juin, avec des fleurs plus petites que celles du manoir, mais avec la même odeur, ce qui était une information que je n'avais pas demandée et qui arrivait quand même chaque fois que le vent soufflait dans le bon angle. Mon père a remarqué que j'étais revenu différent. Il remarque toujours tout, ce qui est à la fois sa meilleure et sa plus gênante caractéristique. Il a passé 2 semaines sans rien dire avant de parler un dimanche midi, café à la main et le soleil de l'après-midi entrant par la fenêtre du salon. « Il t'a plu », a-t-il dit, et ce n'était pas une question. Je suis resté à regarder la tasse une seconde avant de lever les yeux vers lui. « Papa, Sky. » Il m'a regardé avec ses yeux que je connaissais depuis 24 ans et qui portaient à ce moment-là un épuisement plus vieux que ce dimanche. Le genre qui s'accumule quand on garde quelque chose trop longtemps. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce qui s'est passé à cause de ce que j'ai fait. Sa voix était basse, avec la qualité de mots répétés qui sortent de travers quand même. Tu as été utilisé pour me punir. Ce n'était pas intentionnel de ma part,
Mais l'intention ne change pas ce qui s'est passé. Je sais, papa. Ça va? J'ai réfléchi pour de vrai, parce qu'il méritait du vrai, parce que les réponses automatiques aux questions importantes sont une forme de manque de respect que je ne voulais pas pratiquer avec lui. Ça ira, ai-je dit finalement, et c'était la chose la plus honnête que j'avais ce dimanche-là. Il a posé sa main sur la mienne sur la table avec ce geste simple qu'il faisait depuis que j'étais petite et n'a rien dit de plus. Et je suis resté là, le café refroidissant et la main solide et familière de mon père sur la mienne, et j'ai pensé qu'il y a des choses que le temps résout et des choses que le temps ne fait qu'accommoder, et que connaître la différence est une compétence que l'on apprend au prix de ne pas l'avoir su à temps. Romelo était devenu plus froid après mon départ. Ce n'était pas la froideur des premiers jours qui était calculée et avait une température réelle en dessous. C'était une froideur différente, plus uniforme et plus complète, du genre qui apparaît quand quelqu'un a délibérément éteint quelque chose et a fermé l'interrupteur avec l'intention de ne pas y retourner. Nico a décrit cela plus tard comme si quelqu'un avait pris quelque chose de l'intérieur de lui et qu'il avait décidé de ne pas remarquer l'espace vide, ce qui était la description la plus précise et la plus douloureuse que j'aurais pu recevoir. Il n'allait pas au jardin. C'était le détail qui pesait le plus quand je l'ai appris. Peut-être parce que le jardin avait été le seul endroit de ce manoir où l'architecture de confinement que nous portions tous les deux se relâchait assez pour que de vraies conversations aient lieu. Et l'idée qu'il ait fermé cet endroit après mon départ disait quelque chose sur le coût de ce qu'il avait fait que nulle autre information ne disait de la même manière. Clara laissait du thé sur la table de son bureau tous les soirs sans qu'on le lui demande. Poursuivant une habitude qui avait commencé quand j'étais malade et qu'elle avait simplement maintenue comme si certains gestes, une fois établis, avaient une vie propre, indépendante des circonstances qui les avaient créés. Romelo n'a jamais commenté, mais le thé disparaissait tous les matins. La fête a eu lieu un samedi d'août, un événement social avec une liste d'invités assez longue pour que la présence d'une personne spécifique puisse être attribuée à la coïncidence sans que la coïncidence ait besoin d'être crue par quiconque. J'y suis allé parce que mon emploi du temps professionnel avait croisé l'événement pour des raisons légitimes, complètement indépendantes de toute autre chose. Et j'y suis allé dans la robe noire que je réservais pour les occasions qui nécessitaient une armure élégante, une catégorie qui avait considérablement augmenté au cours des 2 derniers mois. Je ne savais pas qu'il serait là. Je l'ai vu le premier. Il était de l'autre côté de la salle de bal, en costume sombre comme toujours, et avec cette posture qui occupait l'espace avec une conscience que j'avais appris à reconnaître avant de la traiter. Et autour de lui se trouvait la même architecture de présence des premiers jours. Le cercle de distance respectueuse que les gens maintenaient sans qu'on le leur demande. L'attention périphérique de tout l'environnement calibré sur l'endroit où il se trouvait sans que personne n'admette le calibrer. Je me suis arrêté au milieu de la salle de bal avec un verre à la main et le bruit de la fête continuant autour de moi avec l'indifférence que les environnements ont envers ce qui se passe à l'intérieur des personnes qui les habitent. Et je l'ai regardé avec cette attention que j'avais essayé de désapprendre pendant 2 mois et qui était évidemment intacte et sans aucune intention de coopérer. Il m'a vu une fraction de seconde plus tard. La pause minimale, presque imperceptible pour quiconque n'avait pas passé des semaines à apprendre à lire ce visage spécifique, et la qualité d'immobilité qui s'était installée en lui pendant cette seconde était différente de l'immobilité habituelle, plus dense et plus chargée, du genre qui n'est pas du repos, mais la contention de quelque chose qui bouge en dessous. Aucun de nous n'a bougé pendant un moment qui était plus long que ce que la salle de bal méritait. Je suis allé vers lui. J'avais toujours été plus courageuse que la raison ne le recommandait, et cette nuit-là n'était pas différente. Alors, j'ai traversé l'espace entre nous avec des pas que j'ai gardés réguliers par pure volonté, et je me suis arrêté à une distance qui était sociale sans être froide, ce qui était l'équilibre le plus difficile que j'avais essayé de maintenir depuis longtemps. Romelo, Sky, et mon nom dans cette voie, après 2 mois, était une information physique avant d'être autre chose, arrivant à ma poitrine avec une force disproportionnée pour 2 syllabes. Ça va? Oui. Et toi? Non, ai-je dit, parce que mentir à cet homme avait cessé d'être une option que je pratiquais, et parce que l'honnêteté était devenue entre nous une langue que je ne pouvais plus désactiver, simplement parce que le contexte avait changé. Et il y a eu une pause très brève, du genre qui contient une décision prise en temps réel avant qu'il ne réponde.
Non, a-t-il dit avec la même franchise que j'avais utilisée, et dans ce non se trouvait toute l'information que je n'avais pas pu cesser de vouloir au cours des 2 derniers mois. L'air entre nous avait cette température dont j'avais passé des mois à essayer d'oublier la texture. Et il y avait quelque chose dans son non qui était de la chose la plus honnête qu'il m'ait donnée depuis le bureau. Parce que dans le bureau, il y avait le poids de la décision en cours. Et ici, il n'y avait rien d'autre que le simple fait nu lui-même. 2 mois plus tard, à une fête d'août, il n'allait pas bien. Et puis Valentina est apparue. Elle a émergé d'un point de mon angle mort avec la précision de quelqu'un qui connaît la valeur du timing et qui avait attendu le moment exact. Et sa main sur son bras était un petit geste, complètement calculé, la légère pression des doigts sur le tissu sombre du costume, avec le naturel de quelqu'un qui touche quelque chose qui lui appartient et qui veut que toute la salle de bal enregistre exactement cela. Elle m'a regardé avec ce sourire d'avant, le sourire des dents qui n'atteignait pas ses yeux, et il y avait en lui la satisfaction silencieuse de quelqu'un qui croit qu'il vient de gagner quelque chose. J'ai regardé les 2 mains, ses doigts sur son bras, l'espace entre cette image et le non qu'il avait dit 30 secondes auparavant, et la géométrie de la situation s'est organisée devant moi avec une clarté que j'aurais préféré ne pas avoir à ce moment précis, mais qui était arrivée quand même. J'ai fait un pas en arrière. Bonne nuit, ai-je dit, et ma voix s'est sortie exactement comme je le voulais, neutre et complète, et sans aucune des arêtes irrégulières que je tenais en dessous. Je me suis retourné. J'ai traversé la salle de bal avec ces pas réguliers que j'avais pratiqués en quittant son bureau 2 mois auparavant, et j'ai quitté la fête 10 minutes plus tard avec mon sac sur l'épaule, l'air doux sur mon visage et la clarté froide de quelqu'un qui vient de recevoir une information qu'il n'avait pas demandée, mais qui est arrivée quand même. Mon père a appelé à 11 heures du soir. J'étais sur le balcon avec les 3 pots et l'air qui ne se rafraîchissait pas complètement, même après minuit. Et j'ai répondu avec la voix de quelqu'un qui était réveillé depuis des heures et n'allait pas prétendre le contraire. Sky. Sa voix était différente, plus tendue et plus résolue en même temps, avec la qualité spécifique de quelqu'un qui a pris une décision et qui appelle avant de changer d'avis. Papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose ce soir. Une courte pause. Je suis allé lui parler. Je suis resté absolument immobile sur le balcon. À Romello Castelli, a-t-il dit avant que j'aie besoin de demander. Le silence qui est venu de moi a été assez long pour qu'il continue. Il y avait quelque chose que je devais dire que j'ai gardé trop longtemps. Sa voix était basse maintenant, avec la qualité d'une confession qui n'est pas de la faiblesse, mais qui coûte. De la même manière. L'histoire que Dom a racontée à son fils sur moi est un mensonge. L'oncle de Romello et moi étions partenaires. Et ce qui s'est passé n'était pas ma trahison. C'était un coup monté de Dom pour éliminer son propre frère et prendre sa part de l'entreprise. J'ai été utilisé comme alibi. Une respiration. J'ai gardé des documents toutes ces années par peur. Je suis resté silencieux parce que je suis resté silencieux, ce qui est l'explication la plus honnête et la plus lâche que j'ai. J'étais debout sur le balcon maintenant, sans avoir remarqué que je m'étais levé, la main sur la balustrade et les yeux sur le jardin sombre en bas. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé quand j'ai retrouvé ma voix. La pause qui a précédé la réponse avait en elle le poids d'une décision prise avec clarté et sans regret. Et quand il a parlé, il y avait dans cette voix quelque chose que j'ai reconnu comme l'expression maximale de l'amour que mon père était capable de montrer. Pas sous la forme d'une déclaration, mais sous la forme d'une action coûteuse prise au bon moment. Parce que j'ai vu ma fille quitter cette fête avec ce regard sur son visage, a-t-il dit simplement. Et parce qu'il mérite de savoir qu'on lui a menti. Sur moi. Une pause. Et sur toi. Je suis resté sur le balcon longtemps après avoir raccroché, le téléphone à la main et l'air doux autour de moi, et le rosier du pot du milieu avec l'odeur que j'avais appris à ne comparer à rien, mais que je comparais à tout quand même. Et j'ai pensé à mon père arrivant chez Romello cette nuit-là, avec 11 ans de documents et de silence, et à ce que cette vérité ferait à toute l'histoire qui lui avait été racontée depuis le début. J'ai pensé à combien de ce qui s'était passé entre nous avait été construit sur un mensonge que ni l'un ni l'autre n'avions raconté. Je suis rentré, j'ai fermé la porte du balcon, je suis allé me coucher et je me suis allongé sur le dos, fixant le plafond avec ce rythme soutenu d'un esprit qui travaille quand on préférerait qu'il se repose. Et pour la première fois en 2 mois, ce que je sentais au centre de ma poitrine n'était pas seulement le poids de ce qui s'était terminé.
C'était quelque chose de différent, de plus petit et de plus vivant. Le genre qui apparaît quand une porte que l'on considérait fermée laisse entrevoir par une fente minimale qu'elle n'était peut-être pas verrouillée. Ce n'était pas de la certitude, ce n'était pas de la paix, mais c'était le voisin de l'espoir. Et parfois, le voisin suffit pour une nuit. Chapitre 9. La vérité, la question et leur jardin. Le soleil se couchait quand je suis arrivé au manoir. Je ne l'ai pas prévenu que je venais. Cette décision a été prise sur le balcon de mon appartement, avec les 3 pots et le rosier au milieu, me rappelant chaque matin qu'il y avait des choses que j'avais laissées inachevées, des conversations qui avaient été laissées à moitié, des vérités qui méritaient d'être dites en face et non par message ou par intermédiaire, ou par l'une des formes lâches que la distance offre quand on a peur. Cora a ouvert la porte avec cette expression qui lui était propre, qui n'était pas de la surprise mais pas non plus de l'indifférence. Quelque chose entre les deux que seule elle pouvait faire avec précision, et m'a laissé entrer sans rien demander parce que Cora ne demandait jamais ce qu'elle savait déjà. Il est dans le jardin, a-t-elle dit simplement. J'ai traversé la maison avec des pas que je connaissais encore par cœur. 18 jusqu'à l'escalier, 12 jusqu'au couloir, puis la porte vitrée qui menait à l'endroit que j'avais appris à appeler le nôtre sans en avoir reçu la permission formelle. Il se tenait près de la fontaine, le dos tourné, les mains dans les poches et le visage tourné vers le coin, et où la plante du livre de botanique poussait encore, et il y avait quelque chose dans l'image de lui seul dans ce jardin qui a atteint ma poitrine avant tout mot. La solitude spécifique de quelqu'un dans un lieu qui était partagé et qui n'est maintenant plus que le sien. Mes pas sur le sentier de pierre l'ont fait se retourner. Et quand nos yeux se sont rencontrés, il n'y avait ni froideur, ni calcul, ni aucune des couches qu'il utilisait avec le reste du monde. C'était juste Romelo me regardant avec cette intensité que j'avais appris à reconnaître comme la version la plus honnête de lui quand il n'y avait pas le temps de construire quoi que ce soit par-dessus. Sky. Mon nom dans cette voix était la confirmation que 2 mois n'avaient absolument rien changé à ce qui comptait. Mon père m'a dit, « Je suis allé droit au but parce que c'était ce qu'il méritait. Ce que vous avez fait, la conversation avec votre père, la vérité. » Il n'a pas répondu immédiatement, il m'a juste regardé avec cette attention complète qui me désarmait toujours, comme si chaque mot que je disais méritait d'être pesé avant toute réponse. « J'aurais dû te chercher plus tôt, a-t-il dit finalement. J'aurais dû. Tu es là maintenant. » Je suis allé vers lui, je me suis arrêté assez près pour sentir la chaleur qui émanait de lui, pour voir les marques de fatigue autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant, et j'ai tendu la main pour toucher sa poitrine. Juste toucher, sentir son cœur battre sous le costume sombre avec ce rythme qui était légèrement plus rapide qu'il n'aurait dû l'être. Tu m'as renvoyé pour me protéger. Ce n'était pas une question. Oui. Et tu as passé 2 mois à penser que tu avais fait ce qu'il fallait. Non. Et il y avait dans ce mot une honnêteté brutale que seul lui pouvait livrer comme ça, sans préparation. J'ai passé 2 mois à savoir que j'avais mal agi et à essayer de me convaincre du contraire. Quelque chose en moi s'est complètement défait. Sa main a trouvé mon visage avec cette délicatesse qui ne correspondait pas aux choses que ses mains faisaient dans son monde. Et j'ai fermé les yeux, juste en sentant, en laissant ce contact être ce qu'il était, sans essayer de le traduire en mots qui seraient de toute façon insuffisants. Je t'aime, Sky Harding. Doucement, comme une confession, comme une reddition. Et je ne sais pas si c'est bon pour toi, mais c'est vrai, j'ai ouvert les yeux. Il était là, complètement exposé d'une manière que je savais coûter tout pour cet homme spécifique. Attendant ma réponse avec une vulnérabilité que je n'avais jamais vue chez personne auparavant. Alors donne-moi une chance de découvrir si c'est bon, ai-je dit. Arrête cette manie de décider pour moi ce qui est le mieux. Je choisis Romelo et je te choisis. Quand il m'a embrassé, c'était avec une urgence qui avait des mois d'absence à l'intérieur. Les mains sur mon visage, puis sur ma nuque, puis sur mon dos, me tirant près comme si la distance était la chose la plus intolérable au monde. J'ai répondu avec la même intensité, avec des mois de désir, de colère et d'amour que j'avais essayé de me convaincre de pouvoir être plus petit, mais qui étaient exactement de la taille qu'ils avaient toujours été. Quand nous nous sommes séparés, nous sommes restés le front contre le front, respirant le même air avec le son de la fontaine en arrière-plan et le soleil couchant sur les rosiers, créant cette lumière dorée qui rendait tout plus cinématographique que la vie réelle n'en avait le droit.
Épouse-moi, a-t-il dit sans prévenir, sans préparation, juste en le disant parce qu'il avait atteint le point où retenir n'avait plus de sens. Tu me le demandes ou tu me l'ordonnes? Le plus petit sourire que j'avais jamais vu sur lui est apparu, complet et dévastateur. Je te le demande, pour la première fois de ma vie. Oui, simple, définitif, vrai. Il a embrassé mon front, mon nez, mes lèvres à nouveau, plus calmement cette fois, comme quelqu'un qui a du temps et a l'intention de l'utiliser entièrement. Je suis resté la tête sur sa poitrine, écoutant le battement de cœur que j'avais appris à reconnaître dans le noir, avec le jardin autour de nous et la fontaine faisant son bruit habituel, et j'ai pensé à tout ce qui avait été nécessaire pour arriver ici. Une fausse dette qui m'a enlevé de là où j'étais, un manoir qui n'était pas le mien et qui l'est devenu, un homme que j'avais essayé de ne pas aimer avec un dévouement qui, rétrospectivement, était presque drôle. La peur, les choix faits avant d'être certains, la confiance donnée avant d'avoir des preuves. Aucune partie du chemin n'avait été ce que j'aurais planifié si j'avais pu le planifier, et le jardin avait fleuri quand même. Ça va, a-t-il dit avec sa voix basse près de mes cheveux. J'ai levé le visage pour le regarder. Ça va, ai-je dit. Pour la première fois depuis longtemps, ça va. Eh bien, c'est Lena, et j'ai vraiment adoré écrire cette histoire. Mais croyez-le ou non, je ne gagne pas un seul centime avec ce livre 1. C'est pourquoi j'ai créé le livre 2 en vidéo et super épicé. L'accès est payant pour un prix très symbolique. Elle avait dit oui il y a 10 minutes. La bague brillait encore quand une silhouette féminine est apparue à l'entrée latérale du jardin. Et j'ai su avant tout mot que cette nuit n'était pas terminée. Valentina Sarah ne se montrait jamais sans raison. La main est allée à son ventre, lentement, délibérément. Je suis enceinte de 3 mois et le bébé est de toi. J'ai cherché le mensonge dans ses yeux. Ce que j'ai trouvé était pire. Une certitude calme, sans place pour la contestation. Le problème? Je ne pouvais pas le nier avec une certitude absolue, parce qu'il y avait une nuit trop de verre, et je me suis réveillé dans son lit sans aucun souvenir de comment j'y étais arrivé. Juste la certitude que je l'avais fait et la honte de quelqu'un qui sait exactement ce que cela signifie. Sky était toujours à l'intérieur, souriante, montrant la bague qu'elle venait de recevoir à toute la famille. Et je me tenais dans le jardin sombre, sachant qu'à un moment donné, je devrais franchir cette porte. Comme je l'ai dit, ce n'était qu'un avant-goût du livre 2. Pour le regarder sans sentir sûr, il suffit de cliquer sur le premier lien ici dans le commentaire épinglé. Je vous verrai de l'autre côté dans quelques secondes. N'oubliez pas, il suffit de cliquer sur le premier lien ici en bas dans les commentaires et le livre 2 complet, sans publicité, sans interruption, sera déjà disponible pour vous. C'est très simple. Le livre 2 est quelque chose que j'adore faire. Vous l'adorez aussi. Alors, je promets qu'il y en aura plus. C'est là que vous trouverez des histoires de plus en plus épicées, une vraie dark romance. Et précisément parce que cette version devient de plus en plus chaude. La vidéo n'est pas bien acceptée publiquement sur YouTube. Cet environnement fermé est l'endroit où je peux réellement partager mon essence et où je me sens libre de faire mon meilleur travail pour vous. Plus de nouvelles à venir bientôt. Je vous attends de l'autre côté.